Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce 4e live d'Analeps consacré ce soir à mon épisode sur l'occultisme et le nazisme, les liens entre ces deux sujets. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour faire le commentaire audio de cet épisode. Ça faisait quelques temps qu'on ne s'était pas vu en live, j'étais pas mal occupé par l'épisode qui vient de sortir, qui est sorti hier, au moment où j'enregistre cette émission. L'épisode sur les Gaulois, dont vous avez fait un super accueil, ça me fait vraiment super plaisir. Alors, avant de commencer le commentaire audio en lui-même, je voulais revenir sur quelques petits points, puisque je pense que vous l'aurez remarqué si vous me suivez depuis quelques temps, cette vidéo a eu une vie un peu compliquée, puisque en fait il s'agissait de la deuxième vidéo d'Analeps, qui est sortie, si je ne dis pas de bêtises, en mars 2015 ou 16. Attendez, on est en 2019, la chaîne va avoir 4 ans. Donc non, en mars 2016, voilà. En mars 2016, pendant très longtemps, elle avait été en ligne, ça marchait plutôt bien. Évidemment, la démonétisation n'était pas possible, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis un jour, comme ça, venu de nulle part, une personne a signalé la vidéo et elle est devenue inaccessible au public, quel que soit le pays où vous regardiez l'émission. Et du coup, j'ai décidé de la réuploader une première fois et elle a sauté je sais pas, en l'espace d'une semaine à peine. Et donc là, je l'ai de nouveau réuploadé pour combler en fait un vide dans mes publications, puisque j'essaye de publier une vidéo toutes les 2 semaines à peu près, en comptant les lives. Et pour l'instant, elle est en ligne. Donc bon, j'attends de voir ce qui va devenir de cette vidéo. Le fait est que j'ai l'impression que la vidéo sautait en fait systématiquement quand j'activais la monétisation. Alors pour ceux qui ne sont pas hyper à l'aise avec ces questions, en fait quand vous activez la monétisation, ça vous donne pas forcément de l'argent. C'est-à-dire que vous pouvez activer la monétisation, pardon, même si celle-ci ira à des annonceurs autres que vous. Pour être un peu plus clair, dans le cas précis, étant donné que je parle de 2 œuvres culturelles que sont Hellboy et Indiana Jones, qui sont les ayants droit de cette vidéo, si je n'active pas la monétisation, personne n'a d'argent. Et si j'active la monétisation, c'est les ayants droit d'Indiana Jones qui reçoivent la monnaie, la YouTube monnaie. Alors pourquoi je ferais ça En fait, c'est assez simple. C'est qu'une vidéo qui est monétisée, c'est des annonces pour YouTube et donc un gain d'argent et donc de la mise en avant un peu plus importante que sur une vidéo non monétisée. Voilà, tout simplement. Voilà, pour un petit tour d'horizon. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le chat, je suis là pour y répondre. Vous êtes à 77 en ligne, si mon compteur dit vrai. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Ce live est fait pour ça, c'est fait pour répondre à vos questions. Et puis pour qu'on commente ensemble cette vidéo, du coup, qui a maintenant quelques années sur l'occultisme nazi. Alors, pour ne pas vous mentir, j'ai voulu la revoir cet après-midi pour un petit peu me préparer à ce que j'allais pouvoir vous dire, pouvoir vous raconter, etc. Et en fait, c'était un peu un calvaire. En fait, cette vidéo, c'est ma deuxième vidéo, la deuxième vidéo que j'ai réalisée. Et elle a quand même bien vieilli et c'est compliqué pour moi de la regarder. Donc ce soir, je sais pas si on va vraiment s'attarder sur les questions historiques. Je pourrais essayer d'y répondre si vous avez des questions. Mais bon, déjà, j'ai pas travaillé le sujet depuis longtemps, donc il y a des choses que j'ai oubliées. C'est pas ma zone de prédilection. Et surtout, par contre, sur la vidéo en tant que telle, sur le montage, sur la prise de son, sur le texte, etc., ça, on va pouvoir dire beaucoup de choses. Et je vais beaucoup me casser, je pense. Voilà, voilà. Alors, si vous êtes prêts et si vous m'entendez toujours bien, on va pouvoir passer à la vidéo. C'est bon, vous êtes prêts? J'attends votre oui dans les commentaires. C'est mon espèce d'applaudimètre à moi. C'est vos commentaires. Voilà, j'espère qu'il va y avoir une holla de commentaires sur ce live.
Alors, il y a juste une petite question qui a été posée, je vais y répondre tout de suite avant de passer à la vidéo. C'est Impoc qui me demande si la vidéo a été up sur d'autres plateformes. Oui, à l'époque, je l'avais publiée sur Dailymotion, mais je l'avais publié sur Dailymotion, mais en fait, Dailymotion apparemment euh, a des règles un peu plus vénères sur les questions de droit. Et donc, comme il y avait des images d'Indiana Jones, elle a sauté également. Mais du coup, là, c'était pas pour des questions d'incitation à la haine, comme en fait, voilà, le début de la vidéo l'annonce. C'est parti, on est 86. Let's go. Donc ça, c'est un texte qui n'était pas à la base sur la vidéo, que j'ai rajouté a posteriori pour vous expliquer le pourquoi du comment du réupload de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu dès maintenant sur ce live. Et allez revoir aussi cette vidéo, alors n'hésitez pas, la vidéo originale. Ah, ça commence. Alors, qu'est-ce que je peux dire déjà sur cette partie? La musique, c'est d'Ezekiel. Je ne sais pas si vous connaissez Ezekiel. C'est un groupe tourangeau qui est hyper cool. Je vous conseille d'aller écouter ça. Et pour être tout à fait honnête, je ne sais plus pourquoi j'ai choisi d'ouvrir sur Mutafukaz, donc la BD qu'on a vue en image. Parce que, en fait, le texte sur l'occultisme nazi, je le travaillais depuis bien longtemps. Avant même de commencer Analepse. Enfin, j'avais l'idée de faire Analepse, mais j'avais pas fait le premier épisode, etc. Et je travaillais déjà sur la question de l'occultisme nazi. Je voulais vraiment faire un épisode dessus. Et pendant tout le temps, j'ai jamais vraiment pensé à Mutafukaz, et d'un coup, c'est arrivé comme ça. Et en fait, ça fait, je trouve, une introduction plutôt cool, parce que ça présente une première œuvre qui peut vous intéresser, parce que franchement, aller lire Mutafukaz, c'est vraiment hyper bien. Mais pour autant, c'est pas exactement dans le sujet. Donc voilà, je trouve que c'était une porte un peu dérobée pour introduire le sujet. Assez sympa. Oui, il y aura une rediff, Camfiel, n'hésite pas. Voilà, et bon, vous avez pu le voir dès les premières secondes. Je trouve personnellement que la qualité des images était vraiment dégueulasse de la bande dessinée que je viens de passer. Le texte au début, Analepse, est beaucoup trop gros par rapport à la taille en fait de l'écran. En fait, moi j'avais l'habitude de travailler sur MacBook à l'époque. J'étais sur Final Cut, et Final Cut, la fenêtre de prévisualisation de la vidéo est tout petite. Vous pouvez la régler évidemment, mais à l'époque je regardais sur mon Mac, enfin voilà. Elle était toute petite, et du coup, pour voir les textes, forcément, je les mettais très gros. Et en fait, j'avais pas conscience que bah, forcément, quand on regarde la vidéo après en plein écran, ça a pas du tout le même rendu. Donc voilà, les textes sont très gros dans cette vidéo, et aujourd'hui, j'essaye de faire des textes plus petits pour que voilà, ce soit plus agréable à l'écran et qu'on n'ait pas une sensation d'être un peu agressé par un texte hyper volumineux. C'est parti, on continue. En octobre 2015, le français Run publiait l'ultime tome de sa série de bande dessinée intitulée Mutafukaz, publié par Ankama chez l'excellent label 619. Alors, déjà on peut revenir sur ma voix, qui n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Je sais pas si ça s'entend vraiment pour vous, mais pour moi je sens une différence hyper flagrante entre l'époque et aujourd'hui en fait. Et aujourd'hui, j'ai plus l'impression de poser ma voix, de faire un truc un peu plus qualitatif en tout cas. Alors là, dans la vidéo, j'ai l'impression de gueuler en fait, tout simplement. J'ai l'impression que je dis hyper fort le truc, que tu vois, je suis un peu tonitruant devant mon micro à vouloir déclamer ce texte sans aucune raison manifeste, hein, puisque ça n'avait pas beaucoup d'importance quoi finalement. Adrien Paul Tyran me dit que la voix était peut-être un peu plus grave aujourd'hui ou à l'époque.
En tout cas, c'est clair qu'entre les deux, j'ai changé de matériel. Donc, effectivement, la qualité en tout cas du son a un peu changé. Et comme le dit Melrose, j'ai un peu plus d'expérience aujourd'hui et j'écris mes textes différemment surtout. Je les coupe beaucoup plus. En fait, je fais des retours à la ligne à chaque respiration. Du coup, quand j'enregistre, je sais déjà où est-ce que je dois m'arrêter ou pas. Voilà. Son un peu plus grave aujourd'hui. Ok. Ouais, c'est sûrement dû au matériel que j'ai changé. Et deuxième remarque sur la vidéo, cette fois-ci en tant que telle. Là, vous voyez, il y a les tomes des bandes dessinées. Et le fond est noir complet. Il n'y a aucun travail, en fait. C'est vraiment... j'agglutinais les images les unes sur les autres comment dire, pour illustrer mes propos. C'était un peu PowerPoint, quoi, en fait. Il y avait un tout petit peu d'animation, genre le 619, là, qui vient de gros et qui s'écrase sur les BD. Ça, j'ai peut-être mis une semaine à comprendre comment ça fonctionnait. Donc maintenant, vous voyez, je ferai un truc un peu plus quali à l'arrière pour qu'il y ait quand même une image, ce soit pas tout dans le noir comme ça. Je mettrai une ombre portée sur les bandes dessinées, enfin, sur chacun des éléments. Mais bon, ça à l'époque, je savais, enfin j'aurais pu le faire, mais j'y pensais pas surtout. En fait, vous allez vous rendre compte que pendant toute cette vidéo, il y a beaucoup d'écrans noirs et ça dure très longtemps. Et c'est pas toujours hyper agréable. Mutafukaz raconte l'histoire de deux personnages un peu spéciaux, Angelino et Vince, vivant dans une version apocalyptique de Los Angeles appelée Dark Mid City et se retrouvant malgré eux au cœur d'un tentaculaire complot mondial. Je ne vais pas vous dévoiler ici toute l'intrigue, car je vous conseille très vivement de la découvrir par vous-même, mais pour le bien de cette émission, je dois tout de même préciser que le complot en question débute plus ou moins par une expédition des nazis sur la Lune. Alors là, dans le dernier tome, il y a un petit peu de vidéo, en fait, qui était une vidéo qu'avait réalisé Run, enfin Run et un de ses camarades, j'ai plus exactement le nom, pour la sortie du tome 0 de Mutafukaz, et ce qui a permis un peu d'aérer en fait la vidéo, parce que comme vous pouvez le voir au début, il n'y a que des transitions d'images, enfin des mouvements de caméra sur des images, que je fais en plus hyper rapidement. C'est vraiment des transitions et des mouvements rapides et longs en fait sur des images. Et du coup, moi ça me donne la gerbe à revoir. Là, je me dis mais il y a tellement de défauts quoi. Et du coup là, d'avoir une vidéo qui est plus calme, qui est un peu plus posée, ça permet de faire une petite respiration et d'amener en fait en plus sur le texte le propos que je veux apporter qui apparaît maintenant après une présentation un petit peu de la BD. Là je rentre plutôt dans l'analyse et je vais présenter maintenant le pourquoi du comment. Le pourquoi exactement j'utilise cette bande dessinée pour introduire ce sujet. De la série, Run rapporte en bonus une anecdote de dédicace durant laquelle un jeune garçon de 12 ans est venu lui demander si ce qu'il racontait dans son histoire était vrai, et en particulier la question des nazis sur la Lune. Alors évidemment, la question peut paraître légère, voire absurde, mais elle révèle en réalité une question primordiale de la fiction. Peut-on jouer avec l'histoire ? Existe-t-il une certaine responsabilité de réalisme pour une œuvre historique ? Et pour un sujet aussi sérieux et sensible que celui du nazisme, vous avez remarqué le noir là ? On a le droit de se poser la question. Les artistes semblent en tout cas avoir tranché. Là, pareil, pourquoi je crie ? Je crie dans le micro, ça n'a aucun sens. De bandes dessinées ou de romans dans lesquels ils utilisent le nazisme pour nourrir leur fiction. Alors là, on peut s'arrêter, parce qu'il y a 2-3 trucs quand même pas trop mal et qui sont intéressants. C'est Iron Sky, qui est le film que vous avez pu voir tout à droite, qui est un film suédois ou quelque chose comme ça, norvégien, du nord de l'Europe en tout cas, je ne veux pas dire de bêtises, qui est assez rigolo. C'est un gros nanar sur les nazis cachés sur la Lune, sur la face cachée de la Lune. C'est un bon gros nanar, un peu débile, avec des blagues vraiment bas niveau, mais franchement c'est assez fun, et je vous conseille d'aller voir ça, c'est marrant. Après, on a Bloc 109, qui est une bande dessinée française. Une bande dessinée française qui dépeint une Uchronie dans laquelle Hitler a été assassiné, et en fait, en Union soviétique, il y a eu une renaissance d'espèces de monstres
qui en fait vont attaquer le Troisième Reich, etc. Enfin bref. Du coup, c'est assez sympa à lire, le dessin est pas trop mal. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Fatherland de Robert Harris, j'avoue que je ne l'ai pas lu, mais c'est considéré comme un des très grands romans de chronique sur le Troisième Reich, donc n'hésitez pas. Wolfenstein, bon, bah, c'est une série de jeux vidéo hyper connue sur le Troisième Reich, où vous incarnez un soldat américain, si je ne dis pas de bêtises, qui est capturé et qui doit en gros s'échapper du château de Wolfenstein. Et The Man in the High Castle, donc on me posait la question au début de live, qui est une série Amazon maintenant, adaptée d'un roman, je suis fatigué, un roman de Philippe K. Dick, qui, pour le coup, s'il a un pitch vraiment excellent, qui est que les nazis et les japonais ont gagné la Seconde Guerre mondiale, occupent chacun une partie des États-Unis. En gros, les États-Unis sont coupés en trois. L'Est est occupé par les nazis et l'Ouest par les Japonais. Et dans cet univers, il y a un roman qui circule sous le manteau, dont j'ai perdu le nom. S'il y a des gens en commentaire qui peuvent me le dire. C'est un truc avec la cigale ou un truc comme ça. Donc un roman qui tourne un peu sous le manteau, qui raconte notre histoire à nous, qui raconte que les Alliés ont gagné la guerre. Et voilà, donc il y a toute une intrigue qui se développe autour de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à lire ce roman et à aller voir la série. La série est pas mal. Surtout, elle fait un gros travail de décor, etc., qui est assez sympa et qui nous plonge vraiment dans l'univers. Je vois que vous êtes en feu sur Iron Sky, là. Ça me plaît beaucoup. Poursuivons. Le poids de la sauterelle. Merci, Mister Brick. Je savais qu'il y avait une histoire de sauterelle quelque part. De ce point de vue, l'occultisme nazi est devenu l'un des ressorts scénaristiques les plus éculés dans notre culture. Voilà, et là il y a un écran noir avec un texte pendant assez longtemps quand même. Il est devenu un mythe tenace dont il est difficile de démêler le vrai du faux, l'historique de la fiction. Aujourd'hui, je vous propose donc de revenir sur différents faits écran noir pendant phénomène, 10 secondes. C'est pas possible majeures, ça, Alexis. La saga cinématographique Indiana Jones et la série de comics Hellboy. Pareil, c'est un peu bizarre. Comme je parle un peu... Enfin, je trouve ça étrange aujourd'hui. Je parle de saga et je mets vraiment des épisodes en tant que tel, des sagas. Alors que j'aurais pu mettre un logo, une animation, quelque chose. Enfin, vous voyez, là, en fait, par les images que je choisis, je cantonne un peu mon analyse à certaines parties de ces sagas. Et je trouve ça un peu dommage. Mais il est vrai que, en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est vraiment les sources que j'ai utilisées, les documents que j'ai utilisés pour travailler l'émission. Mais j'aurais pu, de manière un peu plus professionnelle, ouvrir à un peu plus de contenu. Je m'attarde pas trop sur le fond depuis le début de la vidéo. Je parle surtout de la forme. Donc, si vous avez des questions sur vraiment le fond, sur le sujet historique, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, hein. Je suis là pour y répondre. Alors avant de passer à la suite, je regarde vite fait les questions. Jean Prius qui me dit que ça fait plaisir de voir l'évolution de la chaîne. Merci beaucoup. Ah, tu fais partie de des 1000 premiers abonnés. Ah, merci à toi, ça fait... Ah bah non, Jean Prius, Jean Prius, je sais pas comment on dit, pardon. J'espère que j'écorche pas trop ton pseudo. Me félicite sur la vidéo sur la représentation du sacré, qui est sans doute une des vidéos les moins regardées de la chaîne. Donc ça me fait plaisir que tu l'aies remarqué en tout cas. Drid, mon super modérateur, tu vas aller voir le nouveau film Hellboy. Non, je ne vais pas aller voir le nouveau film Hellboy. Je suis fort déçu de ce film. Enfin, ça a l'air vraiment pas terrible. Ça a vraiment pas l'air terrible et je suis très triste que Mike Mignola soit producteur sur le film. Mais bon, voilà, hein, il faut aller chercher l'argent où il se trouve. Je pense que c'est pour ça. Bon, si ça marche toujours, on va tout de suite continuer. Comme ça, on va pas perdre de temps. C'est parti. Je prépare un petit peu de définition.
Alors, selon un petit Larousse, occultisme vient du latin occultus, signifiant caché, secret. Le terme fait son apparition en France pendant la première moitié du 19e siècle, et l'on pourrait aujourd'hui définir l'expression comme l'ensemble des théories et pratiques portant sur la connaissance de ce qui est caché. Ça, c'est pareil. En fait, c'est vraiment l'époque où je faisais mes vidéos comme des dissertations. Donc, il y avait une partie définition, une partie où il fallait que je définisse les termes, une introduction, une analyse, une conclusion, etc. Et j'ai mis un peu de temps à me détacher de ça. Et en fait, tant mieux parce que, bon, c'est peut-être plus clair pour vous de passer par des définitions. Mais je trouve que ça rend la vidéo vraiment hyper lourde et pas forcément très intéressante. Du coup, voilà, là c'est. Moi je m'ennuie quoi, quand je vois ça, un écran noir avec occultisme non masculin. Voilà, c'est pas hyper cool. Sinon, pour en revenir vraiment sur le fond du fond, j'avais hésité à définir également ésotérisme, parce que l'ésotérisme et l'occultisme ne sont pas exactement les deux mêmes choses. Mais c'était vraiment rentré dans du détail de spécialiste. Ça me faisait envie, hein. Vraiment à l'époque j'étais à fond dans ces sujets-là, j'ai plein de bouquins chez moi sur l'occultisme, l'ésotérisme et tout. Mais je me suis dit, bon, je vais perdre les gens, ça va compliquer la vidéo de ouf. Donc j'ai préféré passer rapidement à autre chose et dire en gros que... Enfin d'ailleurs je crois que j'en parle un petit peu après, mais dire en gros que l'occultisme et l'ésotérisme c'est quasiment la même chose et les puristes me pardonneront parce que c'est pour le grand public, quoi. Voilà. Jamprius, j'ai pas fait de deuxième vidéo sur l'occultisme nazi, c'est toujours la même. On a toujours regardé qu'une seule vidéo. Qui a été réuploadée plusieurs fois, mais tu pourras revoir ce live du début pour comprendre toute cette histoire. On a perdu la moitié des téléspectateurs avec le bug. Wouh, super. Poursuivons donc la vidéo. Alors pour faire simple, pour les occultistes, il existe un ensemble de forces, de fluides et d'esprits qui régissent un monde invisible imbriqué dans le monde visible qui nous entoure. Alors voilà, là typiquement, on voit bien que pourtant là j'ai compris qu'il faut mettre un fond à l'arrière en flou gaussien. Donc ça pourrait très bien marcher pour les images d'avant où j'ai rien mis. Mais je sais pas, là j'ai décidé de mettre un truc, d'habitude je le mets pas, bon bah je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là quand je fais la vidéo. Oui, j'avais fait la vidéo sur Hellboy et l'occultisme nazi peut-être. C'est peut-être celle-là dont tu parles, Jean-Prius. En gros, j'avais commencé Analepse en pensant que ça allait être une émission exclusivement audio, un podcast audio, qui serait dispo sur iTunes, quoi. Donc j'avais commencé à faire un épisode en audio sur Hellboy exclusivement. Et en fait, j'avais fait un petit test et je trouvais que ça marchait pas non plus de ouf. Du coup, j'ai voulu me lancer vraiment dans la vidéo. Et donc voilà, j'ai laissé quand même le petit bonus pour que les gens puissent écouter les débuts de la chaîne. Mais ça, c'est vraiment la seule et unique vraie vidéo que j'ai fait sur l'occultisme nazi. Voilà. Poursuivons tout de suite l'analyse. Les disciplines occultes sont alors le moyen de comprendre ce monde invisible et surnaturel. Elles s'opposent donc aux sciences modernes, rationnelles et matérialistes qui permettent de comprendre le monde visible. Pour ce qui est du nazisme, je ne vais pas vous faire une définition en long, en large et en travers, beaucoup la feront tout aussi bien que moi, mais je souhaitais juste revenir sur un point qui me paraît essentiel, la différence entre le nazisme et l'hitlérisme. Alors pour les questions de nazisme, j'en ai parlé plusieurs fois en live, donc n'hésitez pas à aller consulter mes anciens lives où je parle en long, en large et en travers pour le coup du nazisme. Et sinon, pour ce qui est des bouquins, de la bibliographie, je ne peux que vous conseiller Johann Chapoutot pour vraiment définir ce qu'est le nazisme et qui sont les nazis. Ça, c'est la personne immanquable. Il faut absolument que vous alliez lire cette personne. Et après, sur vraiment les violences nazies et la machine de guerre du nazisme, je vous conseille Christian Ingrao, qui sont les deux grands auteurs français sur le nazisme qu'il faut absolument lire si vous vous intéressez à ces questions. Voilà. Là, je fais pas de définition le druide, mais un petit peu quand même. Je m'en écarte quand même pas trop. Je reste près des mots et je vais expliquer exactement ce que c'est l'hitlérisme, etc.
La religion, c'est une... Alors, CLB, je sais pas comment on dit, demande la différence entre l'occultisme et une religion. La religion, il y a une question de foi. L'occultisme, ça se veut comme une science, en fait. Comme une explication rationnelle du monde qui t'entoure. Alors que la religion a un côté surnaturel et irrationnel qui, même si elle ne... Comment dire, même si elle l'avoue pas directement, euh, c'est ça en fait vraiment qui la caractérise. Je pense qu'on pourrait aller dans cette direction-là pour faire la différence entre les deux. Mais je pense que quelqu'un de religieux ferait la différence immédiatement. Mais effectivement, quelqu'un qui est athée pourrait se dire qu'une religion c'est de l'occultisme. Mais je pense qu'il y a vraiment une question de foi qui rentre en compte. Voilà. Salut le Joge, bienvenue à toi. Pendant que nous regagnons un petit peu des téléspectateurs au fur et à mesure. On a présenté Hellboy, le Joge, mais pas beaucoup plus. Après 1945, des historiens allemands ont cherché à disculper le peuple allemand en affirmant que le nazisme était dû à la volonté unique d'Adolf Hitler. Aujourd'hui, l'interprétation dominante menée par le courant dit des fonctionnalistes a démontré que le nazisme s'expliquait davantage par le mode de fonctionnement du Troisième Reich et les réactions de la société, plutôt que par la personnalité propre d'Hitler. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement que les grandes décisions du régime, y compris l'extermination des Juifs d'Europe, étaient le résultat d'un jeu subtil entre les diverses tendances du parti. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne vais pas me focaliser uniquement sur Hitler, mais bien sur les rapports qu'entretenaient les nazis dans leur ensemble avec l'occultisme. Alors, si vous voulez une petite anecdote sur cette partie que je viens de montrer, si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas, j'y répondrai sur la différence entre nazisme et occultisme. En fait, à l'époque, j'ai monté toute l'émission et je l'ai montré à un pote pour avoir son avis, parce que c'était encore le début, voilà, j'étais un peu hésitant, donc je lui ai montré et il s'est trop marré parce que dans les images que je viens de montrer, qui sont des mouvements de caméra donc sur des images d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, ou du moins pendant le Troisième Reich, il y avait une image que j'avais pas du tout remarquée, qui était un gros troll en gros, enfin je sais pas comment définir ça, mais qui était un photomontage d'Adolf Hitler, exactement une photo comme on voit là à l'écran, donc dans son QG avec des généraux, pardon. Et il y avait un chat qui était les deux pattes sur la table, en train de montrer du doigt genre l'avancement des troupes. Mais il était un peu dans un angle de l'image un peu caché et hyper bien incrusté sur la photo en noir et blanc, etc. Et du coup, moi, j'avais pas du tout fait gaffe quand j'avais monté le truc. Voilà, j'avais pris cette image. Et lui, mon pote s'est trop marré en voyant ça. Il m'a dit, mais t'es sérieux là? Tu mets une vidéo d'un chat dans le QG d'Adolf Hitler, c'est pas possible quoi. Et du coup, à l'époque, c'était les débuts, c'était un peu sérieux, etc. Je voulais que le truc fonctionne bien, donc je l'ai viré. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, j'aurais quand même bien aimé la laisser pour voir si beaucoup de gens l'auraient remarqué ou pas. Je pense que ça aurait pu être assez rigolo. Voilà. Du coup, sur le fond, hitlérisme et nazisme, la différence, j'espère que vous avez bien compris, les fonctionnalistes, etc. En gros, c'est un courant d'historiens qui est aujourd'hui largement dominant et qui estime que, enfin, qui a raison, je pense, de démontrer que Hitler n'était pas seul dans la prise des décisions du Troisième Reich et que donc il faut regarder l'ensemble du nazisme pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour une société, pour une vision du monde, pour comment dire, une idéologie, et non pas seulement comme un homme fou qui tirait les manettes de tout le monde et qui a propagé la terreur sur l'Europe, quoi. Il faut aller un peu plus loin de ça et chercher un peu à comprendre qui étaient les gens qui adhéraient à cette idéologie et qui l'ont bien plus que appliqué, qui l'ont théorisé. Et c'est ce qui démontre très très bien Christian Ingrao dans son ouvrage Les intellectuels dans la machine de guerre nazie. Voilà.
Lazare Eirean, je suis désolé de d'écorcher ton nom. C'était quand même moins spontané, je trouve. De quoi parles-tu? Je veux bien une petite explication. Le Joge me demande si je n'ai pas inséré d'image du film La Chute. Non, parce que à l'époque, j'étais hyper certain de mon format, qui était je parle d'œuvres culturelles et je ne montre que ces œuvres culturelles-là pour qu'on les retienne. Aujourd'hui, j'ai vachement pris de recul là-dessus. Et voilà, par exemple, la dernière vidéo que j'ai sortie sur les Gaulois, et à la fin, je montre des images de Rome, la série de HBO, parce que je trouve qu'elles illustrent bien le propos, etc. Et aujourd'hui, j'ai moins de mal à aller piocher, alors pas toujours, mais piocher à droite à gauche dans deux trois œuvres pour illustrer un propos. Yacine Ferrage me demande si dans les années 30, il y avait d'autres dirigeants qui étaient occultistes, plus que, enfin, au-delà du régime nazi. Oui, c'était une science des théories qui était beaucoup plus répandue qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a quand même une recrudescence de l'occultisme et de l'ésotérisme. Oui, il y avait. Alors, je peux pas te citer de nom particulier, mais je sais que par exemple en Angleterre, c'était quelque chose d'assez répandu. Donc voilà. Le dread, parce que comprendre n'est pas excusé. Exactement. Et j'ai une vidéo entière sur cette question sur le livre de Christopher Browning, Des Hommes Ordinaires, que je vous conseille d'aller lire et ma vidéo d'aller regarder. Hitler avait fait une purge dans son parti car il en trouvait certains trop extrémistes, non. Est-ce que si tu parles des SA qui sont massacrés, non, c'est pas vraiment pour ça. En fait, les SA sont massacrés parce que c'est l'aile gauche du parti. C'est un peu bizarre de dire ça. Parce que dans national-socialisme, il y a quand même socialisme. Et même si c'était exclusivement réservé aux Allemands en vrai de vrai, les SA étaient la frange la plus socialiste en gros des nationaux-socialistes, si vous voyez ce que je veux dire, et défendaient vraiment des mesures pour les petites gens en gros de l'Allemagne exclusivement. Alors que Hitler, bon, fallait quand même que financer sa guerre et donc plaire aux grands patrons. Et donc la rafle des SA s'explique en partie par ça. Et en partie par beaucoup d'autres choses qui sont que les SA étaient un poids très important dans la machine nazie, qui prenait de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de place, et qui pouvait potentiellement faire de l'ombre à Hitler un jour. Donc c'était aussi pratique de les évincer, etc. As-tu vu le film allemand La Vague? Qu'en penses-tu? Oui, je l'ai vu quand j'étais au lycée, j'ai trouvé ça pas mal. Le seul problème, c'est que le livre dont c'est tiré, l'auteur a beaucoup dit pendant longtemps que c'était une histoire vraie, qu'il l'avait mis en application dans son université, blablabla. Et qu'à un moment, il est revenu en arrière en disant non, non, j'ai tout inventé, c'est pas vrai. Et donc, je prends avec plus de pincettes, disons, cette œuvre. Mais c'était quoi les différences idéologiques entre hitlérisme et nazisme? Eh ben, les différences idéologiques, il n'y en a pas vraiment. Enfin, à moins que tu parles des historiens là. En gros, l'hitlérisme, c'est de dire toute l'histoire du Troisième Reich, c'est la faute d'Hitler. C'est Hitler qui a tout organisé, c'est Hitler qui a tout pensé, qui a pensé à l'avance, et c'est lui qui a, en gros, manipulé les gens. Alors que le nazisme, c'est dire, écoutez, oui, Hitler, c'était un espèce de mec, enfin, c'était un mec important. J'allais dire un gourou, mais c'est un mec qui a fait que les gens ont gravité autour de lui. Mais il est arrivé à une période particulière, il a su charmer des gens particuliers, qui sont aussi mis à théoriser et qui eux-mêmes avaient des gens qui gravitaient autour d'eux. Et en fait, voilà, on peut pas tout réduire à une seule personne, il faut prendre l'ensemble du spectre dans sa globalité pour le comprendre. Voilà. Après, les différences idéologiques entre hitlérisme et nazisme, si tu parles des historiens qui ont théorisé ces choses-là, l'hitlérisme, c'était aussi pratique pour les Allemands pour se dédouaner un peu après la guerre. Permettre une reconstruction un peu plus facile de l'Allemagne. Je parle du ton de la voix, du rythme, de la construction de la vidéo. Ah, ok, merci. C'est un peu moins spontané. Ok, merci. C'est pas nous, mais lui en somme. Voilà, c'était un peu ça. Poursuivons la vidéo, si vous me recevez toujours, mais il y a des gens qui parlent en commentaire, donc je pense que ça marche toujours. Pour ce numéro, j'ai choisi de fonctionner dans un ordre quelque peu différent. Donc je vais tout de suite vous présenter notre première œuvre, la saga Indiana Jones. Voilà, là c'est un logo, c'est bien. Ça me plaît. La saga cinématographique Indiana Jones est l'œuvre du célèbre Steven Spielberg, réalisateur, scénariste et producteur américain,
né en 1946 dans l'Ohio. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de la carrière du bonhomme, tout simplement parce que vous connaissez Cette aussi liste, bien elle est que quand moi même Steven assez Spielberg, incroyable. et que je suis persuadé que vous avez déjà tous vu au moins une de ses œuvres. Là, c'est pareil. Là, j'essaie de faire un petit effet cumulatif. Et en fait, je trouve que ça marche pas très bien parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de son qui fait genre pof, 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 pof. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque image qui tombe, un petit pop qui permet de vraiment comptabiliser le nombre et le sentiment de beaucoup de choses qui apparaissent à l'écran. Voilà, même chose. À cette époque-là, je présente vraiment les auteurs des fictions. Ça, j'ai complètement abandonné de le faire. Enfin, je le dis en 2 mots. Machin est réalisateur, machin est auteur. Je vais pas beaucoup plus loin parce que, sauf si je fais vraiment un épisode genre comme sur Tolkien et ce que son vécu a influencé sur son œuvre. Mais sinon, si je parle vraiment d'une œuvre, je me concentre maintenant sur l'œuvre et pas du tout sur comment dire, sur son créateur et sur sa vie. Enfin voilà, là je trouve que je vais beaucoup trop dans le détail et c'est pas hyper important. Et je trouve qu'on s'en fiche tous un peu quoi. CLB, je sais pas du coup, toujours pas comment je dois t'appeler. C'est rajouté dans les derniers. Je sais pas si t'as fait gaffe, dans les dernières émissions, il y a un tout petit peu de bruitage de fond que je mets de façon très légère. Et en fait, c'est un peu insidieux, mais je pense que c'est un peu plus efficace du coup comme ça. C'est pas très présent, mais il y en a un petit peu. Continuons. Disons tout de même que la saga Indiana Jones, bien que réalisée par Steven Spielberg, a été imaginée et en partie écrite par un ami de ce dernier, un dénommé George Lucas, à qui l'on doit la très célèbre saga Star Wars. Ouais, je suis d'accord, les montages sous LSD, c'est l'enfer. La saga Indiana Jones a démarré en 1900. Alors, je viens de penser à un truc, après cette petite blague sur Star Wars, qui n'est pas très drôle. Enfin, cette blague, ce petit montage un peu sympa. À la base, c'était pas ce son-là qui était sur la vidéo. Les musiques de fond n'étaient pas celles-ci. C'était un groupe angevin de jazz. Je sais plus lequel c'était. Mais en gros, j'avais mis ça parce que c'est de la musique instrumentale de fond qui passait un peu partout, quoi. Mais en fait, bon, je me suis dit... Après coup, je me suis dit, bon, ça n'a vraiment rien à voir. Ça fait vraiment un truc chelou. Du coup, quand j'ai réuploadé les vidéos, j'ai changé le son et j'ai mis un truc un peu plus mystérieux, un peu plus occulte, justement, pour aller avec la musique. Et surtout, j'ai mis une musique libre de droit pour pas, de nouveau, me faire striker pour une question de droits musicaux. Voilà. Et là, même chose, comme je le disais tout à l'heure, sur le texte qui est très visible et qui était très gros sur les images, sur la vidéo, ben là, c'est la même chose avec ces 3 affiches qui prennent tout l'écran, alors que bon, je pourrais un petit peu les diminuer, faire un petit peu d'ombre, enfin voilà. Aujourd'hui, je ferai les choses vraiment différemment. Mais bon, c'était le début, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Salut Galaxia. Ici, tu écoutes le commentaire audio de mon épisode sur l'occultisme et le nazisme. Donc je te conseille d'abord d'aller voir la vidéo et après tu pourras écouter le live. À mon avis, ce sera plus cohérent pour toi. Tu comprendras vraiment de quoi on parle. Voilà. Mais sur ce, bienvenue à toi si tu n'étais pas abonné jusque-là. Continuons. Je pense que... avant ça, oui, je voulais poser une petite question. Est-ce que ça vous plairait que des vieux épisodes comme ça, je les refasse entièrement? Le jour où j'ai un peu de temps, je les refasse différemment avec la patte d'aujourd'hui? Ou est-ce que vraiment c'est pas nécessaire? Jamprius me demande si j'arrive à gagner un petit peu d'argent avec YouTube. Évidemment. En fait, là, s'il y a eu des problèmes de connexion tout à l'heure, c'est que je fais ce live depuis les Caraïbes. Et je suis sur la plage. Du coup, la connexion est un peu compliquée. Voilà. Donc clairement, je ne gagne quasiment rien. YouTube, je crois, m'a rapporté 170 € en 4 ans de vidéos. Enfin, en août, ça fera 4 ans que je fais des vidéos.
Donc voilà, c'est quand même pas énorme pour payer son loyer, qu'on se le dise. Après, j'ai le Tipeee et j'ai maintenant un Utip où vous pouvez aussi permettre que je gagne un petit peu d'argent en fait sans même dépenser un centime, puisqu'il vous suffit juste de regarder de la pub à l'écran pour que je gagne de l'argent. Donc Utip, Tipeee, un petit peu YouTube et peut-être bientôt des petits goodies à la con. Voilà, c'est ça en gros qui finance un peu Analeps. Et puis si un jour j'ai vraiment un gros truc à faire, je sais pas, une grosse vidéo où je dois faire du tournage, me déplacer, tout ça, soit je chercherai un sponsor, soit je ferai un petit crowdfunding, tu vois, genre même pour 1000 euros, tu vois, je sais pas si c'est un truc qui est jouable. Enfin bon, on verra. Continuons. Un goodies occultisme nazi. Non, je pense pas. Là, je pense que je vais avoir des vrais problèmes, donc non, ça sera pas ça. Continuons. 1981, avec les aventuriers de l'Arche perdue, avant de se poursuivre par une préquelle en 1984 avec Indiana Jones et le Temple maudit, et une suite à l'intrigue principale en 1989 avec Indiana Jones et la dernière croisade. Indiana Jones et la dernière croisade, la saga était le close, meilleur. jusqu'à ce qu'en 2008 sorte dans les salles obscures Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, un épisode, disons, catastrophique. Mais oublions donc cet échec pour nous concentrer sur l'histoire d'Indiana Jones, oui, non. ou plutôt de Henry Walton Jones Jr., professeur d'archéologie à l'université du Connecticut, expert film en de trop, oui, occultisme, on est d'accord. et interprété par Harrison Ford, qui a le don de faire chavirer toutes les étudiantes. Marchant dans les traces de son père, lui-même professeur de littérature médiévale, Indy s'en détache toutefois en étant un véritable aventurier. Par contre, là, je trouve que pour le coup, les images que je choisis pour illustrer Indiana Jones sont pas mal. Ça colle vraiment à mon texte. Le troisième épisode de la saga qui nous intéresse je trouve aujourd'hui, que Indiana Jones est en prise avec les nazis pour la quête de l'Arche d'Alliance, c'est-à-dire c'est la première fois que je suis un peu content de cette vidéo. Les tables des 10 commandements, et le Graal, la coupe mythique dans laquelle fut entre autres recueilli le sang de Jésus. Ce combat face aux nazis, Indiana Jones le partage avec le personnage principal de notre seconde œuvre, j'ai nommé... Ouais, ce film, beaucoup l'ont occulté. Je sais pas si vous avez vu cet épisode de South Park, qui est hyper stylé, où en gros, les quatre garçons ont vu Indiana Jones et le crâne de cristal, et en fait, on considérait que c'était comme un viol pour eux, psychologiquement, quoi. Et en fait, dans la série, George Lucas et Steven Spielberg ont vraiment violé pour de vrai Harrison Ford. Et du coup, l'épisode est hyper drôle comme South Park peut le faire, hyper critique. Et voilà, il défonce bien le film et c'est assez cool. Je vous le conseille si vous n'avez pas vu cet épisode de South Park. Ça rend bien l'ambiance des films. Ouais, merci. Pourquoi inventer un 4e film Indiana Jones alors qu'il n'est jamais sorti? Ouais, j'avoue, je suis désolé. Ouais, comme dit le Druide, préparez-vous parce qu'il y aura un 5e film, un de ces 4. Mais moi, en fait, ce qui m'a gêné dans le 4, est-ce qu'on part en débat vraiment là-dessus ou pas? Moi, si on part en débat, ce que je voudrais dire, c'est ce qui m'a vraiment gêné, c'est qu'ils n'ont pas le courage de virer Harrison Ford et de faire un truc complètement différent, tu vois. Et ça, c'est le vrai problème, quoi. C'est exactement l'effet Blade Runner pour moi. D'ailleurs, avec Harrison Ford aussi. Blade Runner 2049. Où il y a un moment, il faut dire, bon bah, ok, on fait un film soit dans l'univers, comme Blade Runner 2049, et on vire Harrison Ford. Et c'est un truc dans le même univers, on sait pas trop si ça se passe en même temps, un peu après, un peu avant, et puis basta. Ou alors, Indiana Jones, on peut faire des préquels, où c'est un acteur différent, tu vois. Et là, pourquoi pas? Après, bon, faut que le scénario soit bon, mais dans l'idéal, pourquoi pas faire un vrai spin-off, voilà. Mais faire des espèces de trucs où, bon, tu gardes la star originale, mais en même temps, il y a un nouveau qui prend un peu sa place, qui prend son chapeau. N'oubliez pas qu'il prend son chapeau. Voilà. Donc, et après, oui, comme dit Drid, il y a un moment où il faut aussi accepter d'avoir des films pas terribles de licence que vous aimez. Ça, c'est sûr que le développement des licences, ça va briser le cœur de beaucoup de personnes.
Je ne lis pas le commentaire qui vient de ressurgir parce que le live va de nouveau couper. Je le sens. Bon, si ça tient toujours d'ailleurs ce live, on continue et on passe à Hellboy. Hellboy. Oh là là, ce détourage immonde. Oh, c'est La série flou, c'est Hellboy est moche. aujourd'hui Oh là l'œuvre là. principale de l'américain Mike Mignola. Né en 1960 à Berkeley, en Californie, Mignola débute son travail de dessinateur chez Marvel avec des séries telles que Daredevil, L'Incroyable Hulk ou encore Rocket Raccoon. Voilà, je suis sûr que En le parallèle Druid de sa va faire un formidable commentaire. Imagination, Mike Le Druid considère que Rocket Raccoon, je n'avais pas cité ça, puisque Mike Mignola ne fait que les couvertures, ou peut-être des apparitions, peut-être des petits numéros, des fill-in ou des trucs comme ça. Mais voilà, c'était la mode de Rocket Raccoon, alors j'ai mis Rocket Raccoon, voilà. Si ça peut vous faire plaisir, moi ça me faisait plaisir. Mais regardez ça, regardez cette magnifique illustration. Il est incroyable, Mike Mignola. C'est quand même un très grand dessinateur. Mignola est principalement connu pour son style très personnel, constitué de clair-obscur et de contrastes prononcés, qui rappellent le cinéma expressionniste allemand. Voilà, alors là, excellente idée, cinéma expressionniste allemand où les formes sont quand même un peu étranges, où le contraste est important. Et j'ai l'excellente idée de superposer des photos, donc on comprend pas trop ce qui se passe. Et alors que j'aurais pu faire prendre un peu plus le temps, faire des glissés, des zooms. Non, je superpose des photos, on comprend rien. Bref. Voilà, encore du Alexis au top de sa forme dans ce deuxième épisode d'Analeps. Poursuivons. À partir de 1994, Mignola s'émancipe du travail de commande chez les grands éditeurs et publie chez Dark Horse Comics un premier album qui pose les bases de son univers. Intitulé Hellboy, les germes de la destruction, cet album nous plonge au cœur de la Seconde Guerre mondiale où Rasputin s'allie avec les nazis pour invoquer des démons sur Terre et ainsi mettre fin à la guerre. Évidemment, cette expérience sera un échec puisque le démon invoqué apparaîtra du côté des Alliés qui l'élèveront et l'appelleront Hellboy. Je sais pas si vous avez regardé une de mes dernières vidéos sur ESPT, enfin PTSD, la BD de Guillaume Singelin, et donc sur les états de stress post-traumatique. Qui est également une BD, c'est la dernière vidéo que j'ai fait sur une bande dessinée. Et j'ai beaucoup innové sur les questions de mise en scène où j'ai essayé de faire des masques de personnages au sein de cases qui apparaissaient, disparaissaient, des mouvements dans les cases, etc. Et je trouve que ça c'est une progression qui aurait été hyper cool sur cet épisode parce que là clairement c'est que du mouvement de caméra sur des pleines pages. Et c'est un peu dommage, d'autant plus que le style de Mignola, qui est plein de contrastes, fait que le détour aurait pu être assez facile et j'aurais vraiment pu faire des trucs à mon avis sympas. Mais peut-être qu'un jour je referai une vidéo sur Hellboy, je sais pas, ou sur un autre truc de Mignola. Parce que Mignola a fait d'autres trucs un peu ésotériques aussi d'ailleurs. Il a fait un Frankenstein entre autres, par exemple. Donc bref, peut-être que ça sera dans l'avenir. Bref, continuons. Ah, attendez, il y a des questions. Tu parles surtout de Goebbels dans la vidéo. Je pense que le rôle de Rudolf Hess, le chef de la chancellerie, est prépondérant dans le lien entre Hitler et l'occultisme. Simon, je t'avoue que je ne sais plus parce que je n'ai pas regardé ma vidéo depuis longtemps. Donc on va voir ça dans les prochaines minutes. Mathieu, j'ai pas encore vu la vidéo, mais la BD est complètement dingue. Va voir cette vidéo. Moi, c'est la. Vous voulez que je vous partage ma grande tristesse? La vidéo sur les ESPT, c'est la vidéo la moins vue de toute la chaîne, et c'est la vidéo dont je suis pourtant le plus fier. Je trouve que c'est la vidéo pour laquelle j'ai le plus travaillé, qui a le meilleur rythme, qui bouge le plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Moi, j'en suis vraiment fier. Voilà, Simon poursuit. La trahison de Hess ou son inconscience sur le fait de pouvoir convaincre Churchill d'abandonner la guerre a été un coup pour le Führer. Sa capture était un épisode surréaliste de la Seconde Guerre mondiale. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, c'est vrai, Mister Brick, tu as raison de remarquer que Guillaume Singelin m'a donné des images HD de sa BD, c'est ce qui m'a permis de faire les montages. C'est vrai que là, avec des images de moins bonne qualité sur Hellboy, peut-être que ça aurait été un petit peu plus compliqué. Oui, le Druid, l'homme à la tête de vis, qui a été d'ailleurs adapté en série, excellente, hyper cool. Comme quoi,
Mignola, s'il veut faire des films, faut qu'il fasse en animation, hein, qu'il fasse pas des cinémas hollywoodiens, là, comme on le voit en ce moment dans le métro. Jamprius qui me dit que mes meilleures vidéos sont sur l'Apocalypse. Ok. C'est vrai que mes vidéos sur l'Apocalypse ont bien marché, mais moi, c'est personnellement pas celles qui m'ont que j'ai le plus aimé travailler, quoi. Donc voilà. Tu vois, les animations, c'était de tellement bonne qualité. T'es trop méchant, Drid. Salaud. Bref, poursuivons. Notre héros va alors intégrer le BPRD, le Bureau de recherche et de défense sur le paranormal, afin de défendre le monde de diverses menaces. Au sein de ses très nombreuses aventures aux quatre coins du globe, Hellboy va régulièrement croiser la route de Rasputin, d'anciens nazis Rasputin, et d'autres j'ai fait un épisode là-dessus aussi. qui Allez lui voir. révéleront qui il est vraiment et quel est son destin sur notre Tout planète. est lié dans Analepse. Tout est lié. Véritable succès commercial, l'univers d'Hellboy sera adapté 2 fois au cinéma par Voilà, Guillermo écran del noir Toro pendant plusieurs en secondes 2004 aussi. et 2008. Également acclamé par les critiques. Et donc, il faut que je rajoute là maintenant, puisque l'épisode, enfin la vidéo vient de parler des films, un troisième film, si vous n'avez pas suivi les commentaires, un troisième film vient de sortir qui s'appelle Hellboy, je crois, tout simplement. Et qui est réalisé par une personne que je ne connais pas. Voilà, j'ai beaucoup d'informations sur ce film, comme vous pouvez le voir, avec un acteur différent. Réadapté à nouveau, ouais, plutôt, comme le dit Bart Maniac. Réadapté, puisque c'est un reboot, en fait, de l'univers cinématographique. Ça a pas l'air top, clairement. Donc, moi, à votre place, je n'irai pas dépenser mon argent pour aller voir ce film. Voilà. Ouais, tout à fait, Drid. C'est l'univers étendu d'Analepse. C'est le Analepse, c'est le AYU, le Analepse YouTube Universe. Voilà. AU. Voilà, ça va être le nom maintenant de la chaîne. Merci, Dankou, pour le commentaire sur Rasputin. Récompensé par 13 Eisner Awards, Mike Mignola est sans aucun doute l'un des plus grands artistes de sa génération, dont l'œuvre force le respect et l'admiration depuis maintenant 20 ans. C'est beau ce que je dis, hein. Ça je l'ai travaillé. Voilà, analyse. Pourquoi je mets Une des analyse premières questions que l'on doit Passe à poser l'analyse, est Alexis. celle du contexte dans lequel l'idée d'occultisme nazi s'est développée. Les aventures d'Indiana Jones se déroulent respectivement en 1936 et 38, et Hellboy est invoqué sur Terre en décembre 1944. Ces dates concordent avec la réalité puisque la question des rapports entre le nazisme et l'occultisme surgit dès les années 30 au sein des milieux chrétiens allemands persécutés par le nouveau régime. Hitler y est alors perçu comme un mage noir, J'avais oublié tout initié ça. aux doctrines occultes, proche de ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui une figure satanique. Alors je le rappelle encore une fois, les images que vous pouvez voir là, en mauvaise qualité malheureusement, parce qu'à l'époque je savais pas comment trouver des images de bonne qualité. Ce sont les documentaires Apocalypse qui sont produits par France 2, si je dis pas de bêtises, par France Télévisions, quelque chose comme ça. Et qui sont vraiment des excellents documentaires, je le dis à chaque live depuis le début, mais n'hésitez pas, c'est vraiment des mines d'or. À l'époque, ils étaient sur Netflix, je ne sais pas s'ils sont encore. Mais donc, tu as Apocalypse, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, Hitler, Staline. Et il y en a un dernier qui est sorti sur comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom, mais c'est entre les deux guerres en gros. Voilà, le passage de la paix à la guerre. Ah, il y a un nouveau Apocalypse qui va sortir, d'accord, je ne savais pas du tout. Ah oui, il y a Apocalypse Verdun, exact, aussi. Lazarean. Il y a un nouvel Apocalypse qui va sortir, je ne savais pas. Dis-moi en plus. En attendant, on peut poursuivre. On retrouve d'ailleurs cette problématique de l'appartenance d'Hitler au réseau occulte dans le premier volet de la saga Indiana Jones. En effet, les deux membres des services secrets américains qui viennent questionner notre héros à propos de l'Arche d'Alliance font explicitement référence à l'obsession d'Hitler pour l'occultisme. Là, clairement, en revoyant la vidéo, je me suis dit que j'allais mettre le son. Enfin, j'allais mettre le son du film et entendre voilà, cette obsession d'Hitler, j'allais laisser une phrase ou quelque chose. Mais non, ça passe à autre chose. Bon, bah, que voulez-vous ? Je savais pas faire du montage à l'époque. Je pense que ça aurait été pas mal de laisser un petit extrait du film pour un peu vous teaser, même si, bon, Indiana Jones, vous l'avez tous un peu vu. Mais voilà. Poursuivons.
Dankou, t'es peut-être pas hyper chaud sur les apocalypses, peut-être sur le fond historique. Et c'est vrai, il y a des choses à redire sur le fond historique. Enfin, je sais pas si tu parlais de ça d'ailleurs. Hein. Je t'agresse comme ça, mais je sais pas si tu parlais d'analypse, des documentaires apocalypse en disant ouais. Mais en tout cas, il faut en tout cas saluer le travail sur les images. Et ça, quand tu réalises des documentaires comme moi, c'est hyper pratique d'avoir des images colorisées de bonne qualité, des images d'époque. Euh, euh, voilà. L'appartenance ou non d'Adolf Hitler à des cercles occultes constitue en l'occurrence une des questions primordiales de la littérature consacrée à notre sujet. Selon plusieurs historiens allemands, américains et britanniques, Adolf Hitler aurait en effet fréquenté ces milieux occultes lorsqu'il résidait à Vienne. Le grand historien George Mauss, par exemple, estime que les idées mystiques et occultes influencèrent la vision du monde du national-socialisme à ses débuts, et en particulier celle d'Adolf Hitler, qui crut jusqu'à la fin de sa vie dans les sciences secrètes et les forces occultes. Pourtant, Hitler écrit dans Mein Kampf à propos de ces milieux. Voilà, là c'est pareil. En fait, j'avais un problème sur mon. Enfin, j'avais un problème. Tout à l'heure, j'expliquais que sur Final Cut, la fenêtre de visualisation était petite, et donc je mettais les choses en gros pour les voir, et donc ça faisait des grosses choses à l'écran. Et ben c'est la même chose pour les couleurs. Là, vous voyez très bien que la limite de la photo d'Hitler, qui est grise, qui se voit très bien, grise sur noir. Et en fait, je le voyais pas à l'époque sur sur le logiciel. Alors que clairement aujourd'hui j'essaierais de faire un espèce de fondu du gris pour qu'on ait l'impression qu'Hitler, enfin soit je détourerais Hitler, soit je ferais une fondue du fond sur le noir pour que voilà ça soit moins choquant quoi. Alors que là ça fait vraiment PowerPoint de troisième quoi. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, Jean Prius a l'air d'être d'accord avec moi. Ça me fait mal. Ouais, c'est du travail bâclé, je sais, ça me fait mal de voir ça. Non mais en plus c'est bizarre parce que je savais faire certains trucs. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a certains trucs où j'ai fait et j'ai pas fait. Bref. Pour revenir sur le fond maintenant, j'évoque juste avant George Mauss qui est un historien américain très connu qui a beaucoup écrit sur le nazisme. Euh, Après il faut aussi citer plusieurs autres personnes sur la question de l'occultisme nazi. Il y a Nicolas Goodrick Clark, qui est la grosse référence sur Amazon. Dès que vous tapez occultisme nazi, vous aurez directement ses bouquins. Ils sont assez faciles à lire, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas. Il y a aussi Jocelyn Godwin, qui est spécialiste également de ces questions, que vous pouvez lire également. Je ne sais pas si par contre elle est traduite en français. Nicolas Goodrick Clark, oui, ça c'est sûr. Et en France, on a surtout Stéphane François, qui est un de mes anciens professeurs. C'est lui qui m'a amené à cette question de l'occultisme nazi. C'est lui qui m'a montré que c'était autour de nous et qu'il fallait travailler là-dessus. Donc merci Stéphane. Et lui, il a publié je ne sais combien de bouquins sur le sujet. Donc n'hésitez pas à lire ces bouquins. J'avoue, même si c'est un ami, que ces bouquins sont pas les plus accessibles. Mais si vous êtes vraiment motivé à lire des trucs sur l'occultisme nazi, si vous le lisez lui, vous saurez tout et vous serez vraiment béton sur le sujet. Voilà. Stéphane François, l'occultisme nazi. Ses autres bouquins sont sur le paganisme, l'extrême droite française européenne et l'écologie radicale. Voilà. En gros. Je crois pas que ça vient de là le point Godwin. Je crois pas que ce soit elle qui ait développé la théorie. Poursuivons. J'ai trop bien appris à connaître ces gens-là pour que leur misérable comédie ne m'inspire pas le plus profond dégoût. Il joindra d'ailleurs l'acte. Je m'en souviens d'ailleurs, je m'arrête tout de suite, parce que je cite la Mein Kampf. Je m'en souviens quand j'ai sorti la vidéo que tous les gens étaient genre oh, t'as cité Mein Kampf, c'est ouf. Ah, ça rebug. Je vais pas aller trop loin avant que ça bug. Non, ça a l'air d'être bon. Vous m'entendez ou... Est-ce que tout le monde m'entend?
On pourrait mettre un petit tragédie là. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu... Eh oh. Ouais, tout le monde m'entend? Les 62 téléspectateurs? Oui. Alors je reprends. Je m'arrête là un instant parce que je viens de citer Mein Kampf dans la vidéo et je m'en souviens qu'à la sortie à l'origine de l'émission, tout le monde disait oh là là, t'as cité Mein Kampf, comment t'as obtenu le texte du bouquin, etc. Clairement, moi à l'époque, quand j'étais en licence d'histoire, en tout cas, on m'a distribué des polycopiés, mais de 40 pages de Mein Kampf. Donc, faut pas croire que c'est un bouquin totalement interdit. C'est un bouquin qui est vendu sous des conditions particulières, mais qui n'est pas interdit à la lecture. Vous pouvez l'avoir chez vous. Mais et du coup, en plus, contrairement à ce que les gens dans les commentaires pensaient, on peut exactement, comme le dit quelqu'un sur le chat, que je ne citerai pas parce que ça bug quand je cite son pseudo, on peut facilement le commander sur Internet et on peut tout à fait, en plus, même en piratant, le trouver en PDF partout sur Internet. Enfin voilà. Et c'était un des arguments de Johan Chapoutot qui lui était plutôt contre la republication, je crois que c'est Gallimard qui fait ça, la republication de Mein Kampf par Gallimard, parce qu'il disait en vrai, tous les gens peuvent, ça va remettre en fait sur sur le devant de la scène un bouquin qui est déjà accessible pour les gens qui veulent vraiment le lire et qui n'est pas accessible pour les gens qui n'y pensent pas et qui, en le voyant, vont peut-être vouloir le lire, quoi. Donc que c'était pas forcément hyper utile. Enfin bref, ça c'est un débat un peu plus compliqué. La republication de Mein Kampf, c'est un autre sujet. Melvinoxios, c'est quoi tes études? Me demande ce que j'ai fait comme étude. Oui, j'ai fait une licence d'histoire. J'ai fait une licence de droit aussi en plus. Et j'ai fait 2 masters, un master de relations internationales et surtout un master, master 1, master 2, d'histoire-recherche en Europe orientale contemporaine. Voilà. Poursuivons tout de suite. À la parole lorsqu'il dirigera le Troisième Reich, puisque des publications occultes seront interdites et certaines organisations dissoutes. On peut donc conclure qu'Hitler a fréquenté ce milieu pour s'en éloigner par la suite et finalement le rejeter complètement. Mais comme je l'expliquais en définition, le nazisme n'est pas l'hitlérisme. On retrouve alors à plusieurs reprises dans nos œuvres des dirigeants et sympathisants proches d'Hitler et adeptes des théories occultes. Ces individus, que l'on associe souvent à une sorte d'aristocratie nazie, forment l'archétype de l'ennemi que vont affronter Indiana Jones et Hellboy au cours de leurs aventures. Que ce soit René Belloc, Walter Donovan ou Elsa Schneider pour Indiana Jones, ou le général Von Krupt, Elsa Hofstein ou le très populaire Cronen pour Hellboy, ces personnages ont un but bien particulier. La même chose, vous pouvez voir que les images ne sont pas au même niveau. Enfin, je dirais, elles sont pas en haut. Vous voyez que les bords sont pas, comment on dit, droits. Enfin voilà, c'est pas égalisé, c'est pas aligné. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et même chose, le plan avant sur Hellboy, sur Indiana Jones, pardon, ça dure des plombes. Enfin voilà, là j'aurais dû couper, faire du montage beaucoup plus dynamique parce que mettre un plan long d'un film qui est en une seule séquence, etc., c'est vraiment de la paresse en fait de ma part, quoi, parce que j'aurais pu vraiment couper pour être un peu plus dynamique, quoi, tout simplement. Rémi parle de Mein Kampf et dit qu'une version annotée pour nous dire quoi penser. On n'est pas débile, on sait ce qui en est ressorti. Ouais, après la version annotée, ça peut être aussi intéressant parce que on peut. C'est pas tellement vous dire quoi penser, hein, c'est surtout mettre en lien la théorie avec les faits. Dire, bah voilà, telle question soulevée par Mein Kampf, effectivement, en 1943-42, je sais pas, ça a été mis en application de telle ou telle manière. Ou alors, justement, ce truc-là qu'Hitler dit, bah, il l'a jamais fait, pour quelle raison, pour ceci, pour cela. Ça peut être intéressant. Valentin, il y a aussi Combat pour Berlin de Goebbels. Ouais, ça me parle de nom, mais j'avoue que je l'ai jamais lu et c'est beaucoup moins connu quand même
que Mein Kampf, dont on en fait tout un pataquès, alors qu'effectivement, c'est pas un truc voilà, hyper important. Gurvan, non, j'ai fait un bac S, je n'ai pas fait de bac L. Melvin Oxios, oui, j'ai au moins 28 ans, tout à fait. Et voilà, et tout à fait, Drid, t'as aussi du contexte qui te manque quand tu lis Mein Kampf aujourd'hui, par rapport à l'époque. Et c'est aussi le travail de la version annotée que de remettre dans un certain contexte le bouquin. De dire que, aujourd'hui, de fait, Mein Kampf, c'est une espèce de pierre angulaire du nazisme, d'une certaine extrême droite, d'une certaine idéologie, en gros, politique, qui le voit comme le livre ultime, une espèce de Bible, en gros, créée par un penseur, un sauveur de l'humanité, quoi. Or, à l'époque, des livres comme ça, il en sort à l'appel, quoi. Et justement, une version annotée, ça peut permettre de remettre dans ce contexte-là, de dire oui, mais à l'époque, effectivement, ça fait un peu de bruit, mais il y a tel aussi bouquin qui sort, il y a tel autre bouquin, et qui sont tout aussi virulents sur la question, par exemple, des juifs. Ok, ça marche, Valentin. Merci pour la suggestion. Sur Goebbels, il y a aussi ces journaux intimes qui sont très très bien. Par contre, il y a au moins 10 tomes de 400 pages qui sont vraiment au jour le jour sur toute son expérience du Troisième Reich. C'est une mine d'or pour les historiens, c'est hyper intéressant. Par contre, effectivement, avoir 10 tomes de Goebbels, du journal intime de Goebbels chez soi, ça fait un peu bizarre. Moi, je ne les ai pas, j'avoue. Poursuivons. Particulier. Ils sont là pour donner du corps, pour officialiser, pour légitimer la présence des nazis dans ces fictions historiques. Alors, si Hitler s'est éloigné des milieux occultes, qu'en est-il des autres membres du parti ? Il est aujourd'hui indéniable que certains responsables nazis eurent des penchants occultes. Alors, tout le monde me fait la remarque sur ces images en me disant où tu as trouvé ces images de chevaliers avec les croix gammées sur les drapeaux, etc. Et ben c'est dans un documentaire qui s'appelle Hitler une carrière, qui est pas mal mais pas incroyable, qui est un peu daté, mais du coup qui a ces images là et qui sont pour le coup fantastiques, et sur un sujet comme l'occultisme, un truc un peu qu'on imagine un peu archaïque, un peu daté, très plein de codes, etc. Et ben, mettre des chevaliers avec des drapeaux en croix gammée, je trouvais ça parfait, quoi. Donc voilà, j'étais très content d'avoir trouvé ces images, effectivement. Et elles semblent beaucoup vous plaire, parce que systématiquement dans les commentaires, j'ai droit à un petit mot genre « Ah, où est-ce que t'as trouvé ça ?» etc. Salut Eclipsios. Gigi H, est-ce que tu aimes Kung Fury qui combat le fameux Kung Führer? Ouais, c'était marrant, Kung Fury. C'était marrant. Valentin me demande si, lorsque je prends des images de documentaires, j'ai pas des problèmes de droit d'auteur. Et ben en fait, mes vidéos ne peuvent pas être monétisées. Enfin, elles peuvent être monétisées, mais je n'aurai pas l'argent. L'argent reviendra aux ayants droit. Donc bon, Hitler une carrière, c'est un vieux documentaire, donc il y a plus. Enfin, la chaîne n'a pas fait trop ce qu'il faut pour récupérer l'argent. Mais par exemple les documentaires Apocalypse, si le bot le repère, systématiquement, c'est vers les producteurs des documentaires que l'argent de mes vidéos retourne. Et ce, même si je fais une vidéo de 2h30 et qu'il y a 5 secondes de documentaire Apocalypse. L'intégralité de la monétisation ira vers eux. Donc ça, c'est un peu l'injustice de YouTube, mais bon, tant pis. C'est comme ça. Et parfois, il y a des vidéos qui sont complètement interdites sur des territoires. C'est-à-dire, j'ai des vidéos qui sont interdites en Belgique, en Afrique, voilà, pour des sujets pour une raison que je maîtrise assez mal, qui est à mon avis le fait que ces documentaires-là, les images que j'ai piquées sont pas vendues encore sur certains continents, sur certains pays, et donc peuvent pas être diffusées. Enfin, à mon avis, c'est des trucs comme ça de droit. Voilà, c'est un peu compliqué, ça me dépasse un peu tout ça. Moi, je fais mes vidéos et puis tant pis. Gurvan dit que le documentaire Hitler une carrière est dispo sur
Netflix, ok. Bah, merci beaucoup, je savais pas. Allez voir, vous me direz ce que vous en pensez. Et une dernière question de Melvin Oxios, sur quoi je fais mon montage. Alors là, à l'époque, c'était sur Final Cut, donc sur Mac. Et aujourd'hui, je suis entièrement passé sur Premiere Pro et toute la suite Adobe After Effects et Adobe Audition. Voilà. Qui fait que j'ai des vidéos beaucoup plus propres et beaucoup plus qualitatives. Je vous laisse juger par vous-même sur mes dernières vidéos. Poursuivons. Rudolf Hess et Heinrich Himmler. Rudolf Hess fut l'inspirateur en grande partie de Mein Kampf. Bah voilà, je numéro parle 2 du de régime Rudolf nazi Hess. jusqu'à son départ pour la Grande-Bretagne. Quelqu'un en me disait que j'en 1941. parlais pas. Il possédait un certain goût pour l'occultisme, l'astrologie et les médecines parallèles. Heinrich Himmler, quant à lui chef de la SS, se passionnait également pour l'occultisme, la mystique du sang, les runes, les symboles religieux, la réincarnation ou encore l'Atlantide. Finalement, un nombre restreint de responsables nazis manifestèrent un intérêt pour l'occultisme, ce qui ne permet pas de faire du national-socialisme un mouvement occulte en tant que tel. De plus, beaucoup de responsables nazis considéraient les lubies de Himmler avec un certain mépris. Ce qui est assez rigolo, c'est de voir justement que Himmler, et c'est là où en fait j'aurais aimé, sur quoi j'aurais aimé terminer la vidéo, mais malheureusement je l'ai pas terminé là-dessus. C'est que Himmler était donc à fond dans ces théories-là. C'est lui qui crée la Nonnerbeu, j'en parle après. Donc il est complètement irrationnel en fait dans son approche du monde qui l'entoure. Enfin, si ce n'est si vous considérez l'occultisme comme irrationnel, c'est une façon de voir les choses. Mais en même temps, il a été hyper rationnel sur la destruction des Juifs d'Europe. Et en fait, tout le système industriel, malheureusement c'est le terme qu'il faut employer, tout le système industriel de mise à mort des Juifs en Europe était hyper rationnel, hyper millimétré, hyper bien coordonné, pensé, scientifique, même il y avait du boulot en fait derrière. Faut le dire, malheureusement c'est du travail. Et donc il y a toujours cette dualité, ce double aspect qui est assez intéressant dans le nazisme. C'est certaines personnes qui ont une vraie pensée rationnelle avec une approche par contre une approche physique et au quotidien sur les problèmes qui est complètement rationnelle. Et c'est en ça, à mon avis, qu'on ne peut pas dire totalement que le nazisme c'est une pensée occulte complètement. Si elle avait été complètement occulte, je pense qu'elle n'aurait pas autant pris corps dans la société, elle n'aurait pas autant fonctionné. À mon avis, elle n'aurait pas eu accès au pouvoir aussi facilement en tout cas. Et elle n'aurait pas eu une emprise aussi forte sur le monde. Voilà, c'était mon analyse. Poursuivons. Les raisons du signalement de Reed, moi j'avais eu un mail, c'était signalement de la communauté pour incitation à la haine. Un truc comme ça. Voilà. En tout cas, merci Doxuma pour le commentaire. Dans nos fictions, ces dignitaires sont souvent associés à des sociétés secrètes. Il s'agit d'un ressort scénaristique particulièrement utilisé, entre autres, par Mike Mignola. Dans le comics Hellboy, Rasputin fait office de guide qui initie secrètement certaines personnalités nazies à des pratiques et doctrines occultes. Vous trouvez pas que je parle bizarrement quand même dans la vidéo ? Adapté de la bande dessinée, la société Thulé est même explicitement citée comme étant à l'origine des racines occultes du nazisme. Cette pratique scénaristique s'explique par la volonté des auteurs de jouer et modifier l'histoire. Leurs intrigues doivent donc être innovantes et inconnues du grand public, ce que permet bien évidemment une société dite secrète. La célèbre société Thulé était un groupe politico-culturel d'extrême droite basé à Munich et fondé en août 1918. Là, je Cette sens que les société trolls possédait vont une apparaître. idéologie raciste, nationaliste, anticommuniste, antirépublicaine et antisémite. Que l'on soit bien clair, il ne s'agissait aucunement d'une société secrète au pouvoir étendu sur tout le pays, mais plutôt d'une de ces innombrables sociétés racistes qui se multiplièrent en Allemagne après la défaite de 1918. À l'image du film Hellboy, on peut régulièrement lire que la société Thulé fut le point de naissance primordial du nazisme. Certes, Rudolf Hess et Alfred Rosenberg, théoriciens du régime, furent tous deux membres de cette société, mais en réalité, elle eut une importance assez anecdotique sur l'idéologie du parti. Si la société Thulé n'avait pas existé,
ces nazis auraient rejoint une autre structure de la mouvance nationaliste de l'époque. Dans nos œuvres, c'est... Alors, sur la société de Thulé, bon, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, hein. J'ai toujours le même point de vue, c'est que. Enfin, un point de vue qui est étayé par des sources historiques, évidemment, qui est que c'était une des sociétés parmi les nombreuses qui existaient à cette époque en Allemagne. L'Allemagne est connue pour ses sociétés secrètes. Et donc, la société Thulé est devenue célèbre, mais bon, ça n'a pas beaucoup plus de sens que les Illuminati ou quoi que ce soit. En fait. Je sais pas si j'en parle après, mais le développement... Ah si, j'en parle je crois en conclusion. Mais en gros, le développement de l'occultisme nazi s'est beaucoup fait après la guerre, à partir des années 60, après la publication du bouquin Le Matin des Magiciens par Powells et Bergier, le célèbre bouquin Le Matin des Magiciens, qui est un peu une relecture ésotérique et occulte du monde, et qui a lancé cette véritable mode occultiste. Et on peut citer, entre autres sur la société Thulé, c'est là où je voulais en venir, que dans le sillon du Matin des Magiciens, il y a un homme qui s'appelle Willem Landig, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, qui a écrit toute une série de romans sur la société Thulé, en disant que c'était vraiment... que c'était vraiment les origines du nazisme, que tous les grands penseurs du nazisme et tous les grands dirigeants du nazisme étaient membres de la société Thulé, qu'elle avait le contrôle sur le parti, etc. Blablabla. Et en fait, il s'avère que ce type-là, c'est un ancien SS qui n'a eu en fait dans sa vie que le but en tant que romancier de faire revivre en gros une version un peu fantasmée de ce que lui attendait en gros du nazisme. Et donc bon, c'est pas du tout historique et les historiens ont complètement démonté son travail. C'est vraiment du roman mais qui se veut un peu historique alors que ça ne l'est pas. Donc voilà, pour ce qu'il en est de la société de Thulé. Baptiste Guibert, petite question, c'est plus simple ou plus dur pour un bac S de faire des études en histoire ? C'est pas plus dur. En gros, si t'es déjà intéressé par le sujet et que toi, déjà de ton côté, tu regardes des chaînes YouTube de qualité, genre Analepse, ou plus sérieusement des documentaires, tu lis des bouquins, etc., bah, t'auras pas de problème à aller en histoire. Il faut juste que la fac t'accepte. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais à mon époque, il fallait quand même rencontrer les mecs de la fac, expliquer le pourquoi du comment. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Non, tu t'en sortiras bien si tu bosses bien à la fac. Poursuivons l'épisode. C'est long quand même. Hein. À l'époque, je faisais des épisodes de 17 minutes. C'est quand même beaucoup plus long que ceux d'aujourd'hui. Les sociétés et personnages se rassemblent très souvent dans un type de lieu bien précis, des châteaux. On retrouve ici une des esthétiques clés de nos fictions. De grands châteaux, encore en activité pour Indiana Jones, abandonnés et à demi effondrés dans le cas d'Hellboy, perdus dans les montagnes bavaroises, arborant des runes et des symboles païens ou nazis, et comportant tout un dédale de salles. Je rêve de me faire tatouer un château de Mignola. Si pour Indy, ces châteaux sont bien souvent de simples repères ou bases militaires où se réunissent les nazis, le cas d'Hellboy est quelque peu différent. En effet, ces lieux sont bien souvent pour lui l'occasion de découvrir des centres de recherche scientifiques nazis, cachés de tous, composés de pseudo-scientifiques qui cherchent à trouver un artefact pour faire revivre le Troisième Reich ou une technologie ancestrale permettant d'optimiser ses forces militaires. Quelle phrase! J'ai parlé hyper longtemps là. Vous trouvez pas que c'est beaucoup trop long ce que je viens de dire? Et surtout au niveau animation, bon, les images sont très belles de Mignola, là c'est du noir et blanc, on voit vraiment les zones d'ancrage et tout, c'est magnifique. Mais tous les châteaux, j'aurais pu faire un truc global, non, vous pensez pas? Une image avec des tourées, on aurait pu voir chacun des châteaux, enfin un truc un peu sympa quoi. Mais là, c'était un peu surchargé ce montage, hein. Vraiment. En plus, j'ai cassé ma règle absolue qui veut qu'on ne fait pas deux mouvements de caméra identiques l'un à la suite de l'autre. Et là, pourtant, c'est exactement ce qui vient de se passer. Je viens de faire un mouvement du haut vers le bas sur deux images l'une à la suite de l'autre. Et ça ne va pas. Valentin, eh ben, il te semble bien, oui, Hitler était plutôt contre les francs-maçons. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai, mais ça n'empêche pas beaucoup de gens de dire qu'il était
il était Illuminati ou je sais pas quoi, ou Société de Tulé, alors que tout ça, voilà, c'est des sociétés pour lesquelles il a combattu et qu'il a durement réprimé en plus au début de son pouvoir. Enfin, comment on dit? Au début de au début de son pouvoir, ouais. Son régime de dictateur, je sais pas comment on dit. Sa dictature, voilà, je suis bête. Au début de sa dictature. Alors, poursuivons. Ce fantasme de donjon et de forteresse les ne sort chevaliers pas de nulle nazis. part. En effet, Ah, elles sont Himmler hyper cool, tenta en de vrai, ces transformer images. la SS en une sorte d'ordre chevaleresque à la sauce Moyen-Âge, dont la vitrine fut le château de Wivelsburg, en Westphalie. La même chose. Château de Wivelsburg en Westphalie. Qui a déjà vu ces mots écrits? Donc, petit tips, encore une fois, dès que vous avez des mots... Dès que vous avez des mots un peu compliqués à mettre sur une vidéo, il faut vraiment les écrire, parce que sinon les gens, ils impriment pas, ils retiennent pas... ce que vous dites, quoi. Et là, Wivelsburg, Westphalie, bon... c'est quand même... Enfin, pour le... Non, ok, Doc Zuma semble connaître... ok, en jouant à Europa Universalis, ok. Doc Zuma semble connaître ces lieux, mais bon, pour la plupart des gens, ce serait quand même pas mal de les avoir. Ça aurait été plus sympa. Restauré dans les années 30 avec du granit bleuté entourant portes et fenêtres, de gigantesques tapisseries, des bibliothèques de chênes massifs, de hautes statues de marbre et des soleils noirs, ce château était en quelque sorte la maison mère de la SS, mais également un centre de recherche pour l'Ahnenerbe. Fondé en 1935 puis intégré à la SS en 1940, l'Ahnenerbe... L'Ahnenerbe, c'est aujourd'hui le symbole que j'ai utilisé pour illustrer, pour faire les nouveaux... la nouvelle cover de la nouvelle miniature de la vidéo qui est aujourd'hui en ligne. Voilà. Vous aviez des questions peut-être sur le château de Westphalie, tout ça? Wivelsburg, ça a complètement été fantasmé de ouf et les gens aujourd'hui n'arrêtent pas de parler de ça, soleil noir, dans beaucoup de styles musicaux proches de l'extrême droite et du nazisme, donc la dark folk, tout ça. Parce que oui, il y a tout un courant de folk nazi. Vous verrez très souvent des soleils noirs sur les pochettes ou des Totenkampf, donc la tête de mort des SS. Ça, c'est un logo qui est repris partout. Voilà. Et c'est un roman de SF, je crois, effectivement. Soleil noir. Voilà, poursuivons. Sauf si vous avez des questions, je ne sais pas. Il est déjà 22h. Où la Société pour la recherche et l'enseignement sur l'héritage ancestral comportait plus de 70 cellules de recherche. L'Institut employait un nombre important de chercheurs venant d'un milieu occultiste, qui produisirent de nombreuses affabulations raciologiques, mais également quelques scientifiques de renom, dont un certain nombre d'archéologues allemands qui apportèrent à Himmler une caution scientifique de chercheurs de réputation internationale. Un des objectifs phares de l'Institut était... Alors oui, l'Ahnenerbe, je crois que j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Non, Turin Drive, je parle pas du live, mais vraiment de la miniature de la vidéo qu'on est en train de regarder, en fait. C'est pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'Ahnenerbe, en fait, effectivement, il y avait des vrais scientifiques parce qu'à l'époque, la raciologie, etc., c'était une science normale, il y avait des chaires à l'université, et donc l'Ahnenerbe s'inscrivait là-dedans. C'était un institut de recherche, et il y avait des chaires. Et en fait, le fait est qu'il y a beaucoup d'archéologues et de scientifiques, raciologues, etc., qui ont vu dans le nazisme une occasion d'avoir des postes. Parce que l'université, ça a toujours été la même chose, ça a toujours été compliqué d'avoir des postes, d'avoir des chaires, d'être maître de conf, d'être maître des universités. Et donc déjà à l'époque, il y avait des petits malins qui se disaient « Eh ben si j'adhère au parti nazi et je rentre à l'Ahnenerbe, eh ben bam, je suis sûr d'avoir un poste. » Ouais, Thomas Laurent, dédicace au label Hérodote. Et donc c'est pour ça qu'il y avait quand même des vrais scientifiques dans l'Ahnenerbe, enfin des vrais scientifiques au sens de l'époque en tout cas, au sens où ils bossaient sur des sciences qui étaient réputées comme des sciences pendant les années 30. Et c'est ce qui effectivement a donné un espèce de
couche, un espèce de glacis scientifique à cet institut qui sinon était clairement plus un instrument politique et idéologique plus qu'un vrai institut de recherche. Voilà. Petit live posé pour réviser de la physique quantique en même temps. Ah ouais, t'es chaud, Nicolas. C'est balèze. Ah, Mister Brick, du coup c'est drôle. Mister Brick dit du coup, pardon, du coup c'est drôle, ça me rappelle que la semaine dernière je faisais des recherches biblio au centre archéologique de Bibracte et je suis tombé sur un document tamponné par le régime nazi. Ouais. Et oui, ça arrive. C'est cool, tu bosses à Bibracte, je savais pas, c'est intéressant. Si tu veux qu'on discute, si tu veux me laisser tes coordonnées par mail, le mail de la chaîne c'est analepstv@gmail.com. Si tu peux répondre à certaines de mes questions sur les Celtes et les Gaulois, ça pourrait m'intéresser pour les futurs épisodes. Salut Wafouf. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les documents tamponnés par le régime nazi, moi j'en ai partagé un qui est dans ma famille, que j'ai partagé sur Instagram il y a pas longtemps. C'est le laissez-passer pour prisonnier de guerre de mon arrière-grand-père que j'ai mis sur Instagram si vous voulez aller le voir. Moi, ça me fait toujours quelque chose de voir ce petit morceau de papier qui était pourtant si important pour les gens à l'époque et qui est un vulgaire papier tamponné d'un gros aigle avec une croix gammée. C'est un peu impressionnant. Et voilà. Poursuivons la vidéo. Entre autres, la recherche de l'Atlantide, qui aurait permis de prouver que les Ariens descendaient des Atlantes. Ce faisant, les origines germaniques auraient été autonomisées de la filiation biblique, démontrant la supériorité germanique sur les religions abrahamiques. Il existait donc une volonté de la part d'Himmler de donner à l'idéologie... Ça, c'est peut-être un peu compliqué. En gros, donc les religions abrahamiques, c'est le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et dans leur volonté de s'écarter des religions abrahamiques, parce qu'il y a forcément un lien avec le judaïsme, les nazis ont voulu essayer de trouver leurs propres origines. D'ailleurs, Johann Chapoutot le montre très bien, et Hitler ne veut pas, enfin manipule en gros les origines des nazis, puisqu'il dit systématiquement qu'il ne faut jamais faire référence aux Germains, parce que les Germains c'était des cutéreux qui mangeaient de la viande crue au milieu des forêts. Il faut faire référence aux Grecs, qui pour lui sont les vrais ancêtres des Ariens, des nazis. Et donc là, il y a déjà une tentative de manipulation. Et en fait, Lannenerbe, et surtout sur l'impulsion d'Himmler, beaucoup moins d'Hitler, qui trouve que c'est complètement des affabulations, Lannenerbe va pousser à la recherche de l'Atlantide pour justement trouver des origines mythiques aux Ariens. Mais bon, évidemment, c'était pas aussi facile que ça. Comme vous pouvez vous en douter. Et en fait, beaucoup de gens les regardaient un peu chelou à l'époque, déjà, même chez les nazis. Enfin, bon, voilà, Hitler n'était pas forcément fanat de tout ça. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y avait pas une religion arienne au début du Moyen-Âge en Europe? Moi, ça me parle pas d'Oxuma. Enfin, le terme arien, c'est un terme qui revient bien avant le nazisme. Hein. Mais c'était pas une religion en soi, je pense. Donc, voilà. Salut Gabin, bienvenue à toi. Titi, eh ben super, c'était juif. Très bien. Melrose, ça n'avait rien à voir, c'est une branche du christianisme. Le pangermanisme était le sujet principal de la recherche de la Tulé. Ok, Hitler a fini en Argentine ou sur la Lune? Guigui H, c'est une très bonne question. Argentine ou la Lune? Eh ben, il a fini dans son bunker à Berlin, une balle dans la tête. Moi, je penche pour cette véritable version. Poursuivons. Asie, une aura d'antiquité germanique. Enfin, le comics Hellboy possède un fort aspect religieux et plus particulièrement païen, que ce soit au travers de son personnage principal évidemment, mais également au travers de mythes, de légendes, de personnages ou de lieux.
Ce paganisme est entre autres associé aux nazis au sein du comics, et malheureusement, cette idée est de plus en plus répandue. Ce supposé néopaganisme nazi, principalement répandu par des auteurs évoluant dans le milieu de l'histoire mystérieuse, a façonné une fausse image que nous avons aujourd'hui de la SS et du nazisme, avec l'existence de rites initiatiques, de symboles complexes et de cérémonies néo-païennes. En réalité, il n'en est rien. Certes, les nazis firent souvent référence à des ancêtres germaniques, mais il s'agit davantage de récupération nationaliste, à l'image de Vichy avec Vercingétorix, ou de Mussolini avec la Rome antique. Quand je parle en ce moment des Gaulois, et bam, une image de Vercingétorix utilisée par Vichy. Ça, je l'avais complètement oublié. On en parlera dans la 3e ou la 4e émission sur les Gaulois, de cette récupération politique et de pourquoi nos ancêtres les Gaulois, c'est pas vrai, tout ça. Voilà. Effectivement, je trouve que sur toute cette partie sur la SS, sur le pseudo-paganisme de la SS, je vais un peu vite. Parce que déjà, la vidéo fait 17 minutes, donc déjà, c'est assez long. Mais surtout, c'est un sujet effectivement complexe et où en fait, à part dire ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, il y a pas. Enfin, je pourrais le faire, hein, clairement, ce serait des éléments intéressants pour vous de savoir que tel rite est pas vrai, tel rite est vrai, etc. Mais bon, ça fait un peu du listing et c'est pas ce qu'il y a forcément de plus intéressant dans une vidéo. Oula, ça bouge beaucoup dans les commentaires. Alors, ça parle d'Arius et de l'arianisme, ok. Tim, vous êtes une secte ou comment ça se passe? Eh ben non, nous sommes en train de discuter d'un épisode d'Analeps, donc une chaîne de vulgarisation historique tenue par moi. Voilà. Gabin, tu pourras faire des vidéos sur Assassin's Creed. J'en ai déjà fait 3, donc n'hésite pas à aller les voir. J'espère qu'elles te plairont. Le Druid, encore un coup du Analeps YouTube Universe. Ouais, tout à fait. Tout est lié. Tout est lié, je vous ai déjà dit. C'est grave le fait que tes vidéos soient longues. Bah, je pense que les gens ils zappent en fait plus vite. Jamprius. Je pense que voilà, le temps de. Faudrait que je regarde sur celle-ci. En fait, pour chaque vidéo que tu postes sur YouTube, t'as un temps de. Enfin, il y a des statistiques de quand les gens quittent la vidéo. Et c'est rarement à la fin, hein, c'est quand même plutôt au cours de vidéo. Mais faudrait que je regarde pour celle-ci. Est-ce que pour les vidéos plus longues, ça part un peu plus tôt? Je sais pas, faut regarder. Raph nous conseille, pour ceux qui sont intéressés par le personnage d'Hitler, sa carrière politique et son contexte, le musée du bunker à Berlin. Ok, moi j'y suis jamais allé, mais ça a l'air cool. Perso, j'aime bien les vidéos de 15-20 minutes d'email. Ouais, bah après, c'est beaucoup de boulot pour moi aussi. Si vous voulez une vidéo tous les 15 jours, c'est plus compliqué. Hein. Allez, poursuivons. De plus, les néo-païens furent persécutés par le régime. Le paganisme de la SS se résume finalement à l'utilisation de runes armanistes sur les uniformes, les drapeaux, dagues et médailles, dont la célèbre rune Zig du double S. Cette fascination pour les runes est d'ailleurs bien présente. Là, pas même chose, j'aurais pu montrer la rune parce que Zig, en gros, c'est le S que vous voyez qui fait le SS. Finalement, si Himmler s'intéressa au néopaganisme, cela ne fait en aucun cas du national-socialisme une organisation païenne. Ah, la conclusion. En conclusion, vous avez compris à la fin ce que j'ai dit? En gros, que Hellboy reprend beaucoup cette idée des runes, tout ça. Mais que finalement, bon, à part les symboles des différentes divisions SS et donc la double zig des SS, il n'y avait pas grand chose pour justifier le fait que les nazis seraient des néo-païens. Enfin, seraient des néo-païens. Et donc, c'est pas parce que Himmler était à fond là-dedans, c'est quand même le personnage, à mon avis, de tout le nazisme qu'on peut vraiment caractériser comme un occultiste. Encore plus que Rudolf Hess, même si Rudolf Hess l'était, et d'autres. Et donc c'est pas parce que ces quelques personnages étaient occultistes qu'on peut faire de l'ensemble du national-socialisme une pensée occultiste.
Voilà. Euh... Vincent me fait un petit compliment, c'est gentil, merci beaucoup. On peut donc retenir que l'occultisme nazi est un phénomène historique qui a touché une extrême minorité des dirigeants du Troisième Reich. Si à ses débuts, Hitler a pu être influencé par des milieux occultes, cela ne permet pas de faire du national-socialisme un mouvement occulte ou néo-païen. Alors finalement, faut-il jouer avec l'histoire? Je ne pense pas qu'il y ait de réponse à... J'ai l'impression que je vais hyper vite... Je vais hyper vite à la fin de la vidéo, là. En rythme, je veux dire, de voix. Je sais pas ce que vous en pensez de refaire un petit bilan comme ça en conclusion. Je le fais plus trop maintenant. Aujourd'hui, je fais une conclusion un peu en ouverture qui va vraiment vers d'autres choses, quoi, qui ferme un peu enfin, qui ferme et qui ouvre justement la vidéo. Alors que là, je reprends en fait les derniers termes que j'ai dit. Je fais une vraie conclusion en disant donc on a vu que ça, c'est pas ça, etc. Blablabla. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez que je fasse un peu plus ça dans les dernières vidéos? En tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me le dire. Doxuma, mais le national-socialisme, c'est une opinion politique, non? Donc les croyances des membres, c'est comme tout à chacun, non? Oui, c'est sûr, mais en fait, bon, je crois que j'en parle dans la conclusion. Donc je réponds à ta question juste après. Garde-la au chaud. Absolu à cette question. Et comme je l'ai dit précédemment, les artistes ont déjà tranché, puisque cela fait bien longtemps que l'histoire est un de leurs terrains de jeu favoris. Dans le cas de l'occultisme nazi, le phénomène est tombé dans l'oubli au sortir de la guerre, avant de renaître sous la plume de Jacques Bergier et Louis Powell dans l'ouvrage Le Matin des Magiciens, publié en 1960. Depuis cette décennie, plusieurs centaines de livres non fictionnels sont publiés chaque année sur cette thématique, mais une très large majorité relève soit de l'irrationnel le plus complet, soit de la récupération politique par l'extrême droite. Donc méfiez-vous des intentions réelles de certains auteurs. L'occultisme nazi peut être utilisé à des fins de divertissement, et la qualité peut être au rendez-vous comme dans Indiana Jones ou Hellboy, mais malheureusement, ce phénomène peut également être manipulé afin de promouvoir le nazisme par des œuvres résolument révisionnistes, voire négationnistes. Pouah, cette musique épique de ouf! Voilà. Eh ben, merci beaucoup. C'est la fin de cette vidéo sur l'occultisme nazi. On continue le live, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que je voulais dire sur la fin? Louis Powell, Le Matin des Magiciens. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de Willem Landig, donc qui est un ancien SS qui a écrit sur la société Thulé. On peut également citer Saint-Loup, qui est un auteur français qui était un collabo pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a écrit de la fiction aussi complètement comment on dit de l'histoire mystérieuse, voilà. Donc complètement fantasmé sur l'occultisme nazi, l'ésotérisme, etc. Et il y a Jean-Udo Hollet, qui est un auteur allemand, je crois, ou autrichien, qui est en partie interdit de publication chez nous, parce que c'est un complotiste, révisionniste, négationniste, tout ce que vous voulez. Et qui du coup décrit aussi une histoire mystérieuse où les nazis auraient des racines occultes, etc. Voilà. Curious Guy, Hitler n'a pas voulu remplacer le christianisme par sa propre religion. Non, clairement non. Voilà. Et ben c'est la fin. Je crois qu'après il n'y a plus grand chose. Voilà. Non, il y a les crédits et puis c'est tout. Voilà. Du coup, si vous maintenant vous avez des questions, n'hésitez pas. On a fait le tour de la vidéo. Maintenant, on va pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, il est 22h12, donc on va pas rester jusqu'à 4h du matin. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut encore discuter une bonne heure au max si vous avez envie. Donc voilà.
Alors, Valentin Killy, c'est qui les méchants du monde contemporain? Ah, ça, je te laisse te faire ta propre opinion là-dessus. Mais on n'est pas dans un monde, je pense, manichéen où il y a des gentils et des méchants. Je pense qu'on est tous le méchant de quelqu'un. Voilà. Melro qui dit: Dis-moi, tu connais Hellsing et son adaptation animée Hellsing Ultimate pour le côté occultisme nazi? Non, je connais pas du tout. Je connais Van Helsing, qui est un chasseur, chasseur de vampires qui tue Dracula, si je dis pas de bêtises. Mais, euh, mais du coup, je connais pas du tout ce truc. C'est quoi? C'est un manga? C'est un animé? Dogzuma. Du coup, pour savoir, l'opinion politique des membres du parti nazi et leurs croyances sont différentes. Donc, c'est pas faussé de dire que c'est lié. Attends, l'opinion politique des membres du parti nazi et leurs croyances sont différentes. Oui, elles pouvaient être différentes, ouais. Il y avait des membres du parti nazi qui étaient, comme je le disais tout à l'heure, plutôt l'aile gauche du parti, qui était donc l'aspect un peu socialiste du parti, qui pouvaient qui absolument ne pas croire en Dieu, enfin qui étaient plutôt sur des modèles un peu de communistes en fait, qui avaient viré nationalistes. Vous voyez, donc avec un rejet de la religion, etc. Et de l'autre côté, des personnes très traditionnalistes, des militaires de haut rang, etc., qui étaient baignés dans une culture catholique enfin catholique chrétienne en tout cas, et qui basculaient dans le nazisme. Donc les croyances de chacun au sein du parti étaient très différentes. Ouais. Benjamin Cohen, pourquoi Hitler ne s'en est pas pris au con? Parce que c'était lui le plus bête. Oui, ça c'est une excellente question, Benjamin. Mais malheureusement, nous ne pouvons plus lui poser aujourd'hui. Deux questions de notre ami dont je ne prononcerai encore pas une fois le pseudo. Est-il possible et cohérent de faire des études d'histoire sur le tard, passé 25 ans? Penses-tu faire un épisode sur le protocole des sages de Sion? Alors, l'épisode sur le protocole des sages de Sion, je peux tout de suite en parler puisque je l'ai déjà fait. C'est l'épisode sur le complot mondial à partir d'Utopia, où je parle longuement du protocole des sages de Sion. Donc n'hésite pas à aller regarder la vidéo si tu ne l'as pas vue. Et concernant les études d'histoire sur le tard, bah, ça dépend de ton objectif. C'est-à-dire, est-ce que tu veux changer complètement de métier et faire de ta vie l'histoire? Ça, c'est quand même compliqué parce que se replonger dans des histoires, dans des études, c'est quand t'es un peu plus âgé, c'est pas toujours facile. Faut gagner sa vie, etc. Donc voilà, c'est un peu chaud. Après, si tu veux faire des études, genre des cours du soir par culture personnelle, bah, rien ne t'en empêche. Et au contraire, je t'encourage à le faire. Ce serait une belle initiative. Dankou, m'encourage à tenir jusqu'à 4h du mat parce qu'il y a la NBA qui commence vers 2h. Je vais voir ce que je peux faire, mais clairement, je sais déjà que ça va pas être possible. Voilà. Hellsing Ultimate, c'est une série d'OVA adaptée d'un manga. Ok, bah je connais pas du tout. Si vous me dites que c'est bien, j'y jetterai peut-être un œil. Oui, c'est ça, donc leurs croyances sont pas liées à leur opinion politique, tout à fait. Oui, c'est ça. Vraiment, donc j'imagine qu'on parle encore d'Hellsing Ultimate, vraiment à voir, je te le conseille. Une division SS se verse dans l'occultisme pour faire revivre le Reich. Mais du coup, c'est une division SS qui survit à la guerre. C'est étrange. Elle était cachée quelque part. Peut-on dire que les groupes terroristes extrémistes utilisent l'occultisme? Non, pas vraiment. Si tu parles d'aujourd'hui, des trucs genre Al-Qaïda ou l'État islamique, c'est plutôt c'est une vraie religion, c'est pas de l'occultisme. Enfin, même si c'est une dérive religieuse de l'islam, ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Mais voilà. Dogzuma, Utopia dans Doctor Who. Non, Utopia, c'est une série télé. C'est une série télé excellente de Channel 4. Il y a 2 saisons, c'est incroyable. Voilà, faut regarder ça. C'est meilleur. Pour moi, c'est la meilleure série jamais faite. T'inquiète pas, Lodrid, ça va pas être hyper long. Melro, je préfère ne pas t'en dire trop pour éviter des spoils. Ok, ça marche. Pas de problème. Je regarderai ça si le cœur m'en dit. Bon, bah, pas trop de questions
sur la vidéo. Si vous avez d'autres questions, plus larges sur la série, enfin sur la série, sur Analepse, je veux dire, sur le Analepse YouTube Universe, ou sur, je sais pas, sur la série des Celtes et Gaulois que je commence, enfin voilà, n'hésitez pas. Donc ma question une chronique. Si l'Allemagne avait gagné la Première Guerre mondiale, est-ce qu'un nazisme français aurait été créé? C'est une bonne question. Je pense que c'est potentiellement possible. Bah, ça aurait pas été du coup le nazisme, parce que nous, on avait déjà un héritage culturel particulier qui n'est pas celui de l'Allemagne, tu vois. Mais ouais, c'est possible qu'on ait eu un régime tout aussi violent, potentiellement, ouais. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont été... c'est Maurras, je crois. Maurras qui est quand même élu à l'Académie française et qui dit tous les jours dans l'Action française qu'il faut assassiner Léon Blum. Tu vois, et ça, c'est des gens qui ont été admis par les autorités, qui sont devenus académiciens, qui sont à l'Académie française, enfin qui étaient à l'époque à l'Académie française, et qui pourtant avaient un discours hyper violent tous les jours dans la presse, etc. Donc oui, on avait un terreau aussi potentiel pour qu'on construise une société violente. Ça aurait pu être nous, ouais, tout à fait. Pourquoi, selon moi, il y a des viewers trolls? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Eh bien, Alexandre, je te conseille de revoir la vidéo que nous venons de regarder, qui est sur nazisme et occultisme. Elle est sur la chaîne, et au cours de la vidéo, je décris exactement ce qu'est l'occultisme. Enfin, je le définis. Donc, n'hésite pas à aller revoir la vidéo. Tu auras toute l'explication qu'il te faut. Voilà. Tout à fait, Gervan. Je me rends pas trop compte de combien de temps on a fait de live là. On a 2h12, sachant que ça a un petit peu coupé à plusieurs moments. 2 heures de live, c'est pas mal déjà, non? T'inquiète pas, Alexandre, c'est pas grave. Est-ce que tu penses utiliser une autre bande dessinée pour introduire un sujet? Je pense à Tintin. Oui, tout à fait. Tintin, enfin, RG, en tout cas, j'aimerais bien faire un épisode sur les liens entre RG et justement le nazisme, la collaboration, etc. Parce que, bon, vous savez que il a pas tellement un passé trouble, c'est juste qu'il voulait éditer ses BD dans un univers qui était particulier. Et du coup, il a dû faire des concessions, faire des trucs, etc. Et donc, il y a plusieurs éditions des Tintins, et il y en a qui ont vraiment été corrigées euh, pour après coup, parce que à l'époque, c'était. Enfin, maintenant, ça serait hyper touchy de publier ça. Donc voilà, peut-être qu'il y aura un épisode sur RG là-dessus. Il y a un docu sur YouTube sur la police française pendant l'occupation qui est vraiment intéressant pour se replonger dans l'époque. Ok, bah merci pour l'info, je regarderai ça. Donc j'ai bien aimé ton intro avec Astérix, c'est pour ça que je demande. C'est sympa, merci beaucoup. C'est cool. Je pensais clairement que j'allais me faire lyncher sur Astérix, que les gens allaient me dire mais t'es ouf, Astérix c'est trop bien, tout ça. Et en fait, personne m'en veut, que j'aimais pas trop Astérix, donc bon, tant mieux. Hein. Ah, Jam, il a tout compris. C'est la durée d'un film, ou plutôt un film du Analepse Cinematic Universe. Tout à fait. Ok, mais ça a l'air cool ce documentaire sur la police là. Je regarderai ça, ouais. Toi, tu vas avoir des problèmes avec Moulin Sarr, j'avoue. Ouais, en plus, Moulin Sarr, je crois qu'ils sont pas du tout cool sur les questions de droit et tout, ils sont un peu vénères. Team Lucky Luke, ouais, grave. Moi, je préférais carrément Lucky Luke aussi. Pour vos informations, euh, les Mister Brick qui m'en veut carrément pour mon rejet d'Astérix. Mais Drid, j'ai commencé à lire Sandman, j'ai lu les 2 premiers tomes là chez Urban Comics, mais il faut que
Faut que je reprenne et que je poursuive. Mais là, je suis dans le disque monde. Je peux pas tout faire en même temps. Donc, pour votre information, le programme des mois à venir, c'est la rediffusion de ce live pendant que potentiellement je serai au Japon. Je pense que je vais retoucher avant de partir et du coup je programmerai sa diffusion sur YouTube pour qu'il y ait un rythme régulier d'épisodes. Ensuite, le 20 juin prochain, je sortirai le Souvenir futuriste sur Jules Verne, qui est terminé en écriture, enfin le texte est complètement terminé. Donc sachant que les Souvenirs futuristes sont assez faciles à monter, je pense que je vais pouvoir le terminer assez rapidement. Pourquoi le 20 juillet? Parce que c'est un mois avant l'alunissage, et comme Jules Verne parle d'aller sur la Lune, tout ça, c'était le petit lien de cause à effet. Et justement, le 20 juillet prochain, je ferai un épisode sur David Bowie et l'espace. C'est un épisode qui me tient beaucoup à cœur. Du coup, je compte sur vous pour le regarder en masse et le partager dès qu'il sortira. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attentes aussi de votre côté sur cet épisode. Donc voilà, j'ai essayé de faire un truc vraiment propre, un truc vraiment quali. J'essaye de, comme je le disais en début d'émission, d'avoir un YouTuber en featuring. J'attends encore sa réponse, donc voilà. Mais je pense que l'épisode peut vraiment être cool. Et le 4 août, je crois, quelque chose comme ça, le 4 août prochain, c'est les 4 ans de la chaîne. Donc je pense que je poserai à mon boulot le 5 août et qu'on fera une grosse FAQ en live le soir du 4 pour fêter tout ça et peut-être, je sais pas, aller boire des verres ou je sais pas quoi. Si vous êtes chaud, ça pourrait être marrant. Alors, j'ai loupé plein de questions. Ta voix fait vachement jeune. Quel âge as-tu si ce n'est pas trop indiscret? J'ai entre 25 et 30 ans. Voilà, je n'en dis pas plus. Mais c'est gentil que ma voix fasse jeune, ça fait plaisir. Valentin, est-ce que j'ai des BD historiques à conseiller? Alors, je regarde autour de moi. Historico-historique, pas vraiment. C'est pas mon dada de ouf. Il y a une BD sur la Chine qui est sortie il y a pas longtemps. J'ai oublié le nom, mais qui est pas mal du tout. Il y a une BD sur... il y a From Hell d'Alan Moore sur Jack l'Éventreur, qui est du coup un peu une BD historique, et qui est vachement cool. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Bah, après, c'est vrai que je lis pas beaucoup de BD historiques. Mais t'as l'histoire dessinée de la France, je crois que c'est quelque chose comme ça, qui est publié aux éditions La Découverte, qui sont des BD. Alors, c'est pas de la fiction, c'est des essais, mais c'est des BD hyper bien pour apprendre plein de trucs d'histoire. Donc voilà, ça je te le conseille carrément. Fonce là-dessus. Il a pas une voix d'enfant, les gars. Non, mais c'est pas grave, vous battez pas non plus. Ouais, si vous êtes chaud sur Bowie, c'est cool. C'est cool, ça me fait plaisir. Alan Moore, bah ouais, Alan Moore, forcément. Enfin, vous pouvez pas éviter, hein. J'ai pas encore attaqué Jérusalem, mais. Bon, messieurs, dames. Salut Nev. Je te salue, mais c'est la fin. J'allais dire au revoir, donc désolé. Merci à tous d'avoir regardé ce live. On a passé une bonne soirée. Enfin, moi, en tout cas, j'ai passé une bonne soirée. Je sais pas vous, j'espère. J'espère que ça vous a plu. Vous étiez assez nombreux. Ça m'a fait super plaisir. Malgré quelques bugs techniques. J'espère que tout ça sera rattrapable assez facilement au montage. Avec les petites corrections que je disais tout à l'heure sur les messages un peu vénères qu'on a pu voir passer sur le live. Bah merci pour vos commentaires et vos remarques, ça fait plaisir. Sur ce, je le rappelle, il y a un Discord. Je vous le mettrai là dans le chat si vous voulez aller vous inscrire. Je réponds hyper facilement aux questions, on discute et tout, c'est hyper cool, c'est hyper détente. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est assez sympa. On s'amuse bien. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et je le répète encore une fois, la meilleure façon de m'aider, c'est de partager les vidéos autour de vous. Pour qu'elles fassent le plus de vidéos, plus de vues possible. Que les gens connaissent de plus en plus Analepse.
Et pour ceux qui pourraient financièrement me soutenir et qui voudraient le faire, il y a le Tipeee, tipeee.com/Analeps, et maintenant il y a le Utip, utip.com/Analeps aussi, où vous pouvez sur Utip me financer sans même dépenser 1€. Il suffit juste de regarder des pubs et ça me fait automatiquement de l'argent. Voilà. Merci à tous, c'était hyper sympa. Je pense pas qu'on se reverra en vidéo avant mon départ au Japon, donc rendez-vous maintenant en juin pour les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Je vous donnerai de toute façon des news sur les réseaux sociaux. Et puis bonne soirée et profitez bien de votre journée du 8 mai si vous ne travaillez pas. Bisous bisous, ciao à tous, bonne soirée.